direct de Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes. Pour le festival Les Sommets de l'Humour. Et qui, dans cette équipe aujourd'hui, va atteindre les sommets de l'humour? Christophe Alévèque, qui joue ce soir ici à Serre-Chevalier. Pierre Bénichou. Ouais. Gérard Miller. Jean-Bernard Hébé. Et comme il fallait bien amener une femme, puisque nous sommes venus en train de nuit, Berry Cochin. Serre-Chevalier, on est tout près de la frontière italienne, en fait, je viens de m'en apercevoir. Hein, c'est ça, hein, 15 km de la frontière italienne. Exactement, et c'est plus court de venir en train ici en passant par l'Italie qu'en venant à Briançon. C'est pas vrai. Mais alors pourquoi on a fait le train de nuit? C'est pour ça qu'on est venu par Briançon. Et pourquoi alors train de nuit? C'était juste pour le plaisir? C'était pour le plaisir d'aller dans ta cabine. Ou enfin, tu crois pas si bien dire, ça a pas mal frappé cette nuit. C'est pas vrai. Eh oui, mais je ne dirai pas qui. Qui a frappé à votre porte de cabine? Bah je sais pas, j'ai faut dire que vous dormiez dans les toilettes en même temps. Hein. Alors justement, non, mais il faut raconter. On arrive tous en même temps dans le wagon, et là, j'avais a priori la plus jolie cabine. C'est vrai, elle était très jolie. Très jolie. Belle banquette, les lits en haut et tout ça. Ils étaient 2 moniteurs de ski à l'intérieur. Voilà, donc en théorie, c'était la cabine la plus chouette. Mais en pratique, à mon avis, c'était la plus pourrie, puisque j'étais juste à côté des toilettes et je les ai tous entendus rentrer, sortir toute la nuit. Et de temps en temps, j'avais des effluves. C'était juste un problème dans la construction, c'est qu'il fallait en effet passer par ta cabine pour aller aux toilettes. C'est ça qui était désagréable. Bon. Mais oui, c'est possible avec la SNCF. C'était un voyage très agréable. Très bien accueilli. J'ai très bien dormi. Nous sommes très bien accueillis ici à Serre-Chevalier par ce festival. C'est le premier festival d'humour ici à Serre-Chevalier, la première année. Des tas d'humoristes sont déjà passés cette semaine. Titoff, Bruno Salomon, Gilles Détroit, Albert Mellet qui nous rejoindra peut-être, Noël Perna, Denis Maréchal. Et il reste ce soir au programme de ce festival ici à Serre-Chevalier Christophe Alévèque qui va jouer ici ce soir. Ouais. Espace Grand Serre, c'est à Villeneuve-la-Salle. En fait, c'est Serre-Chevalier, Villeneuve-la-Salle, non? Oui, c'est pratiquement Serre-Chevalier, quoi. C'est le village d'à côté. C'est la grande banlieue de Serre-Chevalier. Et la soirée de clôture sera animée par Jean-Marie Bigard dimanche soir, qui viendra faire son spectacle dans le cadre de sa tournée, son spectacle qui s'intitule Des animaux et des hommes. Ça, c'est pour dimanche soir. Tout ce qu'on peut dire, en tout cas, déjà, c'est qu'il neige énormément ici. Pour skier, c'est formidable. Ça, alors là, je sais pas. Fantastique. Aujourd'hui, on a skié enfin, on est arrivé très tôt ce matin, et donc on était sur les pistes vers 10h30. Fantastique, du très très bon ski. Voilà. Alors Laurent, vous le savez bien que chaque fois que nous partons à la montagne, il y a un moment obligé. Je pense qu'il faut mieux que ce soit maintenant pour que ça n'embolise pas notre émission. Pierre Bénichou, pouvez-vous nous donner votre avis sur le ski, sur la neige et sur les habitants et sur les montagnards? On va voir s'il a les couilles de le faire. On va voir s'il a les couilles. Non, je trouve que c'est une activité à la con, parce que vous le vivez, vous qui aimez skier, votre plaisir vient de la neige, et dès qu'il neige, vous dites « Oh, il neige !» Alors expliquez-moi. Ou vous aimez la neige, et il faut bien qu'il neige, ou vous n'aimez pas la neige, et restez donc dans vos banlieues. Non, moi je vois les risques que prennent les skieurs, qui se cassent les pattes tous les 10 mètres. Et que c'est moi qui paye à la sécurité sociale leur truc. Je dis qu'on doit rayer de la sécurité sociale tous ceux qui prennent des risques volontaires. Quand on glisse dans la rue, on n'y peut rien. Quand on fait du ski et qu'on se casse les pattes, je vois pas pourquoi moi, qui reste à Créteil, à boire des coups dans mon bistrot pour ma santé, à fumer des cigarettes, à cloper. Voilà, merci Pierre. Vous avez du feu, santé. Bon. Et je devrais payer pour les hivernants, comment ça s'appelle, les villégiaturins. Oh là là, mon Dieu. Non, mais je vous explique. D'abord, il faut remercier Pierre, parce que c'est comme quand on drague à deux, on prend toujours quelqu'un qui est un petit peu moins bien physiquement pour apparaître plus beau. Nous, on vient toujours avec Pierre, parce qu'après, vous allez voir comme vous nous trouverez sympathiques. Vous l'aurez entendu. Ah non, des gens aiment beaucoup Pierre. J'ai le courrier des auditeurs. On va respecter la tradition de cette émission. Quelques emails qui nous ont été envoyés avant d'arriver ici. Je rentre du boulot à 16h, j'attaque la cuisine du soir. Cette corvée, en vous écoutant, se transforme finalement en plaisir, tant j'apprécie votre humour.
d'humour. Et particulièrement, mon chroniqueur préféré reste Monsieur Bénichou. C'est Pascal Montfort qui m'écrit. Et il dit... Mon cher Pascal, il faut que je te dise... C'est une femme. Par la vitre, je vois la neige qui tombe. La neige qui tombe. Je connais rien de plus triste. Rien de plus triste que ça. Mais c'est pas vrai. D'abord, les sapins, je croyais qu'on les enlevait. Je croyais que ça servait qu'à Noël, ces trucs-là. Pensez-vous, ils les gardent toute l'année. Sa faconde, sa façon de toujours retomber sur ses pattes, sauf en ski. Sa mauvaise foi innée chez lui, cette tirade digne des plus grands, tout cela en fait un être attachant. Mais je le préfère à la radio qu'à la télé, il se lâche plus. À la télé, j'ai l'impression de voir le premier de la classe. Bon, bah c'est plutôt vrai. Je suis aussi premier de la classe, c'est ça qui est embêtant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Félicitations pour vos émissions. Grâce à vous, j'ai redécouvert Jean-Bernard Hébé. Quand il parle des femmes aux cheveux longs et gras, j'aimerais lui dire que j'ai chez moi un autocollant, à l'époque où il était animateur de radio à RTL, et je le vois dans les 70s, c'était, arborer une magnifique coiffure, cheveux gras et longs. Donc il ne se fout pas des gueules des femmes qui ont la même chose. Non, je m'oppose absolument. Long, oui. Tête de con, oui, mais propre. Pas gras, c'est pas vrai. Vous avez tous toute mon admiration, m'écrit Daniel, et ma compassion, monsieur Ruquier, dit Daniel, pour votre capacité à supporter, émission après émission, 2 heures durant, ce hâbleur, cet orgueilleux, ce prétentieux, ce personnage sectaire, au logico-éducatif hypertrophié. J'ai nommé Gérard Miller. Comment ce donneur de leçons mal apprises, dénué de tout esprit critique et bourré de préjugés, ce gourou de la pensée communiste imbécile et bigleuse, peut-il jusqu'à contester les résultats positifs et largement partagés de l'action de Nicolas Sarkozy en matière de lutte contre l'insécurité? La chaudière reprocherait-elle à la marmite d'avoir le cul tout noir? Que cet idéologue socialo-marxiste se vautre béatement dans le communisme comme un cornichon baigne dans le vinaigre? Soit, mais qu'il se mette à donner des leçons à l'antenne? Non, Gérard. Je peux en avoir une copie, ce soir de celui-là. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que le début, j'ai cru que c'était de Pierre qu'il s'agissait. Non, pas du tout. Nous, on n'y a pas cru. Hein. Quelle touchante déclaration d'amour. Je dois vous dire, ce que vous croyez ou ce que vous ne croyez pas n'intéresse pas du tout nos auditeurs, ma petite fille. Permettez-moi un petit coup de gueule, écrit Gaël, contre les auditeurs qui se permettent de se plaindre sur la présence de tel ou tel chroniqueur. Je voudrais leur dire tout simplement que ce qui fait la qualité, c'est la pluralité, que cela s'applique non seulement pour votre émission, mais dans tous les domaines. J'aime chacun de vos chroniqueurs pour leur point de vue, qu'ils me confortent ou qu'ils me dérangent. Cultivez la différence, monsieur Ruquier. Je fais même de l'élevage, moi. Cela dit, j'ai quand même un petit faible pour Gérard Miller, dit Gaël. Non, mais attendez, tu les as payés ou quoi avant cette émission? Un public totalement acquis. Nathalie tient à défendre Stevie contre cet odieux Pierre Bénichou qui l'a repris sur le baroque. Effectivement, la définition du baroque, c'est Stevie qui avait la bonne. Celle de Pierre Bénichou est inexacte. Le baroque en architecture, ce n'est pas un style du XVIIIe siècle, mais du XVIIe siècle. Et ce n'est pas forcément un mélange de 2 styles. On peut donc mélanger le baroque avec un autre style, contrairement à ce qu'il a dit quand il a repris Stevie. Voilà. C'est normal, je ne veux même pas répondre, par respect pour les clients. Enfin, quand même, là, Stevie vous a mouché, mon cher Pierre. Stevie, tout ce enfin, peu importe. Non, vous êtes quoi? Non, je suis quoi, en effet. Vous savez pas quoi répondre à ça. Hein. Il confondait avec le baroque and roll. Ça virait. Oui. Je peux retourner skier? Il m'est fort désagréable d'avoir à contredire monsieur Bénichou, mais je trouve que le classement des personnes les plus appréciées des Français est tout à fait représentatif, contrairement à ce qu'il a dit. Eh bien, c'est bien ce qui me fait de la peine. J'en veux pour preuve que même au-delà de la 50e place, il n'est mentionné nulle part le nom de Gérard Miller. Ça c'est plutôt bien vu quand même, non? Enfin, c'est bien vu. Je ne pense pas d'ailleurs que même si le journal du dimanche mettait mon nom, il y serait, mais enfin c'est quand même une supercherie absolue que ces classements, puisque ça dépend d'abord de la façon dont le journal du dimanche propose les noms. Il y a des noms qui ne sont jamais proposés, d'autres qui le sont abusivement, et ensuite les gens classent. Moi, je m'aperçois simplement que c'est pas tout à fait représentatif de l'ensemble de la société. Mais on parle de vous pour remplacer l'abbé Pierre, quand même. D'une société qui regarde la télévision, ça n'est pas toute la société française. Moi, je vois d'un très bon œil le fait que Gérard Miller soit sur la liste. Surtout quand je suis à 15 km de la frontière, je dis que je suis à un quart d'heure de l'expatriation. Ça va très bien. Un mot sur Luc Alphand, l'homme de Serre Chevalier. J'ignorais
Mais quand on arrive ici, on voit bien, c'est la station de Luc Alphand. Il y a même une C'est Luc piste. Alphandville. Une piste Luc Alphand, c'est fou ça. Hein. Ouais, absolument. Il y a même les filles qui m'ont dit on a des shows de piste, Luc Alphand. Alors il n'est pas là, Luc Alphand, parce qu'il est dans le Dakar. Et en plus, Ah oui, tiens, le Dakar. C'est pas- Cette connerie de Dakar. Dakar. Ça m'étonne pas d'ailleurs que les skieurs soient bons conducteurs de rallye. C'est le même truc, quoi. Prends des risques et c'est moi qui paye. Ouais. Voilà, je suis d'accord avec toi. ah ben non, il le dit, Luc Alphand, ce matin dans le journal Le Parisien. Il dit prendre des risques, jouer avec la limite, la vitesse, je connais. Voilà. Et il a gagné l'étape d'hier. Son copilote s'appelle Henri Magne et il trouve même que son copilote ne va pas assez vite, qu'il est trop prudent. Pourtant, il s'appelle Magne, il devrait aller très vite. J'ai hérité de ma précédente carrière, dit Luc Alphand, une bonne vision qui me permet de réagir rapidement et de faire le bon choix de trajectoire. Ça me permet de compenser le bagage en pilotage que je n'ai pas. Voilà. Ouais, puis s'en foutent là-bas, s'ils renversent quelqu'un, c'est que des noirs. Il a quand même remporté la 14e étape du Dakar. Et dans le Dauphiné libéré, il a une chronique quotidienne où il raconte un peu, il donne ses impressions du Dakar chaque jour. Il dit « La relation qui se noue entre un pilote et un copilote est vraiment unique. Il faut se rendre compte que c'est quelqu'un qui tient notre vie entre ses mains et inversement. Sur une mauvaise indication de sa part, on peut mettre la voiture dans le décor. Non. Oui. Et Mais un pas- mec comme ça devrait être à la Sorbonne, enfin, c'est fantastique. Puis c'est dur Il de dit que le copilote Non, il mais- donne des conseils. Puis c'est dur de Mais non, conduire. mais hein. attendez, ça. c'est la première fois qu'il fait ça. Oh, mais c'est Habituellement, fantastique. C'est habituellement. pas la première fois. Ah bon? Non. Non, non. Renseignez-vous avant de parler, Non, Perry. non, non. Mais je voulais le défendre, enfin. Je voulais dire qu'en ski, il est tout seul et il ne dépend que de lui. S'il prend des risques, il n'engage que lui. Or là, ils sont deux. Il a raison. Oui. Puis c'est pas facile de conduire en tenant le vide quelqu'un dans sa main. Il a également la science, il parle de son copilote, de ceux qui ont roulé à l'époque où les GPS n'existaient pas. Il a l'œil, c'est un vrai chien renifleur, tiens. Oh, c'est bien. Moi, j'aimerais bien que mon meilleur ami dise c'est un vrai chien renifleur. Merci beaucoup. Ah, c'est sympathique. Mais il vit ici, Luc Alphand, alors à Serre-Chevalier. Je le confonds toujours avec l'autre, Bernard Darniche, celui qui a la moumoute, là. C'est pas le Quel même. rapport? Bah, ils ont 20 ans d'écart. Ah, ils ont 20 ans d'écart. Ils ont 20 ans d'écart. Il y en a un qui a encore ses cheveux. Et l'autre qui a... Si, il a gagné le Dakar, je crois, Darniche. Mais par contre, il a jamais gagné en ski, quoi que ce soit. Non. Non. Qui est le mieux parmi vous cet après-midi? Oh, le moniteur. Oh, le moniteur, il n'y a aucun doute. Alors, vous m'avez dit que C'est normal, il avait la médaille sainte et la gratuité sur les pistes. Vous m'avez dit que Péris skiait très bien. Péris qui bien. Ah oui. On sent la fille qui a été élevée dans le, Non, dans mais le en- coton. Pierre, avec, tu es resté à la station. Pardon Tu n'es pas monté d'1 mètre par rapport au niveau de la station. Mais peux tu pas le plaisantes, savoir. il était dans les œufs en Je suis content permanence. de ne pas t'avoir connu au moment où on pouvait dénoncer les gens. Je ne te dénonce pas, mais Ben donne oui, pas ton- j'ai menti. Et alors Mon ami Jean-Bernard, qui s'y connaît en ski, c'est pas ce qu'il fait de mieux, m'a dit qu'elle skiait comme une riche. Parce que les riches ne skient pas pareil. Ah bon? Les riches skient plus facile, plus comme ça. Enfin, de toute façon, c'est la même connerie, hein, riche ou pauvre. Mais elle Le skie très bien. moniteur m'a dit Oui. que j'avais le style italien et autrichien. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a un peu cul serré. C'est pas du tout, au contraire. Non, c'est-à-dire qu'elle a un bâton dans la béante. main et l'autre en l'air. Pas du tout. Ça veut dire les skis un petit peu plus ouverts que Ouais. la technique Oui, française. alors Et les On m'a dit genoux déjà un que vous aviez petit les peu skis décalés. ouverts souvent. On vous appelle la reine du tire-fesse. Voilà. Mais elle absolument. fend. Elle fend. Elle skie bien, mais Voilà. elle fend. Non, mais c'est Jean-Luc Alphand. Oui. Et voilà. D'où. Non, moi qui suis objectif, je placerai en numéro Non, si 1. vous pouviez commencer vos phrases autrement que par moi qui suis Je objectif. placerai en numéro 1 Jean-Bernard Hébé, ex aequo avec Perry Cochin. Je trouve que tous les deux skient beaucoup mieux que le reste de l'équipe, parce qu'il n'y avait pas seulement les chroniqueurs, il y avait des techniciens, il y avait des amis de techniciens ou d'amis de chroniqueurs. C'est eux deux qui ont skié le mieux, et je crois pouvoir dire que tout de suite après, c'était moi. Et je tiens quand même à signaler que je n'ai pas skié ce matin. Eh oui, pour pouvoir jouer ce soir. Eh oui. Hein, pour pouvoir avoir vos deux jambes pour votre spectacle. Voilà, puis je dormais, j'ai pas dormi dans le train. Ah bon, le voyage a été difficile. Ah non, mais la prison, je suis pas habitué, moi. C'est vrai qu'on a l'impression d'une cellule, hein, c'est vrai. Oh, je me suis dit, mais j'ai fait quelque chose, j'ai tué quelqu'un. Ce que j'aime, c'est le petit pot qu'on vous donne pour pisser dedans sans avoir besoin Ah bah d'aller c'est aux ce que j'ai toilettes. fait toute la nuit, moi. Ah oui, ça c'est très sympathique. Ah là là, puis à un moment donné, je me suis trompé, j'ai pissé sur le mec qui dormait en dessous.
Je quitte le ski dont on parlait il y a quelques minutes pour le sumo, puisque c'est un sport dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui, à cause des déclarations de Nicolas Sarkozy, qui une fois de plus, hein, on peut le dire, s'est tapé le président de la République, quoi. Parce que Mais c'est honteux quand même. Le président de la République nous dit partout qu'il n'aime que le sumo. Ce qui prouve un peu son intelligence. Bon, ah bah vous n'allez pas refaire ce que dit Sarkozy. Tu dis la même chose que Sarko. Alors. Et Sarkozy se permet de dire que c'est un sport qu'il déteste. Je peux dire exactement la phrase. Hein. C'était dans un avion, en fait, hein, au retour de Chine. Il a été interrogé par une journaliste de Paris Match, qui évidemment s'est fait un malin plaisir à répéter, à rapporter les propos du ministre de l'Intérieur. Et voilà ce qu'a dit Monsieur Sarkozy. Comment peut-on être fasciné par ces combats de type obèse, au chignon gominé? Ce n'est vraiment pas un sport d'intellectuel, le sumo. La Chirac a dû avaler son petit déjeuner ce matin en disant ça, c'est terrible. Et il s'est pas arrêté là d'ailleurs. Hein. Hong Kong est une ville magique, mais Tokyo pas du tout, a dit Monsieur Sarkozy. Cette capitale est étouffante. Quant à Kyoto, je ne comprends pas quel émerveillement cette ville peut susciter. Même les célèbres jardins impériaux, je les ai trouvés sinistres. Évidemment, alors là, il y a toute l'ambassade du Japon, les associations franco-japonaises qui gueulent contre le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est pas vraiment des déclarations à faire quand on veut être président de la République un jour. Ça, c'est une maladresse absolue, mais je crois qu'il y a des moments où il ne se rend plus compte de ce qu'il dit. C'est vrai qu'il y a tellement de déclarations ces temps-ci, je suppose qu'il les a vraiment faites, qu'on peut imaginer, quand on dit péter un câble, on a l'impression qu'il est très maître de lui, et c'est pas rassurant, parce que de même que c'est pas rassurant que quelqu'un qui a une arme pète un câble, de même c'est pas rassurant que celui qui dirige la police française, par moment, fasse des déclarations aussi maladroites ou aussi injurieuses pour son président. Je trouve ça inquiétant. Quelle va être la réaction du président Chirac, à votre avis? Il va se réabonner à la chaîne câblée qui diffuse le sumo. Tout de suite. Ah, c'est vrai que c'est assez curieux quand même. Non, moi, franchement, à sa place, j'ignorerais. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ces conneries-là? C'est des conneries quand même. Enfin, c'est étonnant qu'il y a quand même d'autres points d'attaque sur Chirac que le sumo. Ben oui, franchement, c'est débile. Mais si ça se trouve, il a dit ça dans une interview de 5 heures, il a glissé une phrase, et comme vous le savez, la journaliste a dû prendre ça pour titrer. Il l'a dit. Ah oui. Oui, mais tu peux dire, bon, j'ai adoré Hong Kong, Tokyo, j'ai trouvé ça moins sympa ou un peu sinistre. Bah oui. Non, mais c'est pas une mythomane de sleeping comme toi, c'est un ministre de l'Intérieur. Alors, donc, toute phrase qu'il dit, surtout sur un pays étranger et avec lequel nous ne sommes pas en guerre, est vraiment pas encore va être reprise. Mais bien sûr. Non, donc il doit quand même, il doit pas se marcher sur la langue. Oui, mais à côté Thierry de ça, n'a pas complètement tort, parce que par exemple, une fois, j'avais déclaré à un journaliste, je n'ai jamais dit que Pierre Bénichou est un imbécile, et ils n'ont gardé que la deuxième partie, Gérard Miller, Pierre Bénichou est un imbécile. Non, il fallait prendre l'ensemble de la phrase. Ouais, mais t'es tellement beau, toi, que ça fait rien. Qu'est-ce qu'on en a pour... Non, mais vraiment, c'est incroyable comment tu peux toujours ramener tout à notre petite querelle. Je t'ai quitté, tu sais pourquoi je t'ai quitté. Je ne te l'ai jamais pardonné, tu le sais bien. Je t'ai quitté parce que tu me griffais la nuit. Combien de temps vous avez été paxé, Pierre et Gérard? On n'a jamais été paxé, justement, j'ai refusé, avec la dernière énergie. Ah, non. mais il te griffait avec les ongles des pieds. Tu sais, quand tu je ne dors... peux pas dire, je suis discret. Ah, d'accord. Mais vous viviez en meublé, comment ça se passait? Non, on avait un garni. C'est un truc que lui avait prêté son père, un petit studio. C'est quoi un garni? Un garni? Oui. Un panier garni, ça d'accord, mais... Mais un garni, vous savez qu'il y a une police des hôtels est garnie. Tous les logements qu'on loue meublés sont sous la rubrique les garnis. Ah non, il y a les hôtels et les garnis. D'accord, donc un appartement meublé. Exactement. Moi je dis un garni. Ça va? Je reviens un instant et sur... quand j'étais petit, je disais un gourbi. J'avais mes origines. Je reviens un instant sur les déclarations de Sarkozy dans l'avion à propos du sumo et de Chirac, parce que François note, avec juste raisonnement, que les confidences à plus de 10 000 pieds sur le président de la République, Jacques Chirac, n'ont jamais réussi à leurs auteurs. Souvenez-vous, Lionel Jospin, qui avait fait la même chose dans l'avion. J'avais dit, je le trouve vieux. En pleine campagne présidentielle, et qui s'était moqué de l'âge du président Chirac. Et on se souvient qu'effectivement, ça ne lui avait pas porté ni chance ni bonheur. Et il arrive la même chose à Sarkozy maintenant. Tant mieux qu'il fasse de plus en plus de gaffes. Jospin, justement... Il est dans la région. Il est dans la région, Jospin. Jospin, ah bon? Oui. Ah bon? Il est allé à Marseille, enfin dans la région. Il n'est pas loin, il est allé à Marseille. Oh ouais, Marseille, oui, ça côté. Ah bah oui, bien sûr. Mais en métro ou en RER? Pierre, nous sommes en altitude. Disons que Marseille, c'est plus près que Strasbourg.
Mais il se produit pas au sommet On du est dans Mont. les Hautes-Alpes, il était dans Alpes-Côte d'Azur, si on peut dire. Bon, donc c'est pas très loin. Soutenir Michel Vauzel dans Pour les soutenir régionales. Michel Vauzel, oui. Eh ben dis donc, pauvre vieux. Et alors, il y a un témoignage d'un dirigeant socialiste qui dit « Jospin répète toujours qu'il ne veut pas revenir, mais attention, changement, désormais, il n'exclut plus son retour. » Et un autre socialiste dit « Un vieux cow-boy, quand on lui propose un duel, il a toujours un temps d'hésitation, mais finalement, à la fin, Il dégaine. il y va. » Alors, vous savez, Laurent, que les bons observateurs, et Pierre pourrait le confirmer, ont observé beaucoup plus de mouvements d'entrée et de sortie chez Jospin. Il a reçu, paraît-il, un certain nombre de ses anciens ministres, Aubry et d'autres. Il préparerait un livre blanc sur les 5 années où il était Premier ministre. Et donc, c'est quand même une offensive qui est en train de voir bientôt le jour. Eh ben moi, je vous tiens le pari que jamais Jospin ne se représentera à une élection. Ah bon? Oui, comme je vous avais tenu le pari que jamais il ne choperait Saddam Hussein. C'est vrai que vos prévisions sont souvent justes. Hein. Vous êtes un peu l'Elisabeth Tessier d'Europe 1. Eh ben, moi, j'avais prévu que Balladur se présenterait contre Chirac. Personne ne voulait y croire. C'était au tout début, quand il commençait à avoir du succès comme Premier ministre. On disait à un ami de 30 ans, jamais, jamais, jamais. Je dirais, il ira jusqu'au bout. Eh bien, je vous dis que Jospin ira. Il se représente. Et même peut-être, il ne le sait pas lui-même encore. C'est vrai. Non, mais il il a est raison. là, il est sur les starting blocks, il dit, mais non, si un tel autre, comme les autres, n'emportent pas la décision, que les deux seuls qui ont l'approbation du public, enfin de l'électorat, ne sont pas assez forts dans le parti pour être désignés par le parti. J'ai nommé Jacques Lang et Bernard Kouchner. Les deux autres, Strauss-Kahn et Fabius, n'entraînant pas l'adhésion populaire, Ça glisse, Jospin ira en disant je viendrai, pourquoi pas, machin. Moi, je suis persuadé qu'il ira. On quitte la politique un instant avec une petite anecdote. Enfin, une anecdote. Pour la dame qui avait gagné au loto, c'est pas vraiment une anecdote. Mais pour le couple de buralistes de Sainte-Marie-du-Mont dans la Manche, c'est une histoire assez incroyable. On sait que les buralistes ont souvent manifesté ces derniers temps contre l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, mais il y en a qui ont trouvé une solution pour se faire du blé. Ce couple de buralistes, c'était eux qui avaient validé le ticket gagnant de millionnaire d'une cliente qui avait donc remporté 60 980 €. Belle somme quand même, hein, presque 61 000 €. Eh bien, ce couple de buralistes vient d'être condamné mercredi par défaut. Par défaut, ça veut dire qu'on ne les a pas retrouvés depuis. Par le tribunal correctionnel de Cherbourg. Ils sont condamnés à 6 mois de prison. En effet, ce couple de buralistes avait proposé à l'habitante de la commune qui avait gagné de s'occuper des formalités pour toucher l'argent du billet gagnant qu'elle venait de gratter. Quelques jours plus tard, la gagnante se présente au bureau de tabac pour toucher le pognon. Porte close du bureau de tabac. Les buralistes sont partis avec l'argent. Depuis, on ne les a jamais retrouvés. Et la somme, Ça, c'est quand même une histoire c'est génial. incroyable. Mais la somme, c'était quoi? Je viens de le dire 10 fois. J'ai pas entendu. 61 000 €. 400 À 000 peu francs. près 400 000 francs. Ouais. 400 000 francs. Ouais, Péry, c'est dérisoire pour toi. Non, mais ce qui prouve que les buralistes sont très très cons, c'est que Non, leur mais bureau pas de du tabac tout. coûte. Ça prouve. Mais ça non, prouve leur que bureau de tabac, ça- il coûte plus de 400 000 Mais bien francs. sûr. Mais non, il devait être endetté à mort et tout ça. Ça prouve que le tabac donne de bonnes idées. Tu parles. Non, mais ils vont pas aller très très loin et pas très très longtemps avec cette somme-là. Surtout s'ils te connaissent. Non, mais c'est pas le propos. Sérieusement, ils vont pas vivre Et alors très longtemps. Ben, il y a un moment ou un autre, la justice va leur retomber tu dessus. découvres qu'il y a des gens qui volent et qui parfois assassinent pour bien moins que cette somme-là. Donc évidemment, avoir tout d'un coup la possibilité d'escroquer quelqu'un, malheureusement, il y a des gens qui sautent sur l'occasion, c'est De évident. toute façon, attends, la crétine dans l'histoire, c'est quand même cette femme qui leur donne leur billet. Enfin, attends, ils la connaissaient peut-être depuis 25 ans, ils sont Alors, voisins. mais même ma femme, je lui ferais pas confiance. moi. Voilà. C'est sûr. Surtout ma femme. Surtout. T'as un billet gagnant, tu le gardes dans ta main. Tu le... Ouais, ouais, à la limite, je vais encaisser le tien. Moi, je me ferais pas confiance à moi-même, moi, si Ouais, je gagnais ouais. cette somme. Oh, j'ai raison. Je dormirais dans un coffre-fort. Non, c'est Si jamais j'ai l'idée de m'en aller, tu te rends compte? C'est quand Et même après, dingue. je retrouve plus mon pognon. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si le loto va donner finalement, il pourrait quand même faire cet effort, la Française des Jeux, c'est pas le loto, mais c'est le millionnaire, c'est la Française des Jeux, il pourrait faire un effort et donner aussi à cette dame... Mais non, Bah c'est non, l'argent. tu rigoles. C'est l'argent de l'État. Il faut bien qu'on donne de l'argent aux skieurs qui se cassent les pattes. quand même. Non, mais non, sinon ce serait. En même temps, il y a une autre hypothèse. Un peu. Qu'est-ce qui prouve que cette dame avait vraiment le ticket gagnant? Ça se tombe, il y a un bureau de tabac qui a fermé dans le coin, et elle dit, ah bah ils avaient mon ticket gagnant et ils sont tirés avec. Mais non, puisqu'il y a bien quelqu'un qui a encaissé les 400 000 francs. C'est vrai.
Mais est-ce que les buralistes ont le droit de jouer dans leur propre bureau de tabac? Non. Bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Bien sûr non, que on le si. dit. Pourquoi tu ils sais n'auraient que non, pas le droit? Tu n'as pas le droit de jouer dans ton casino parce que c'est toi qui touches la boule. C'est ton employé qui pourrait influencer la boule. Elle touche. Mais là, tu peux racheter tous les trucs que tu veux. Pourquoi pas? Tu peux même fumer les clopes que tu vends. Oui, même une fois vendu, tu peux les fumer. Tu reprends le paquet, tu t'en prends une. Ouais. Autre anecdote, je vous emmène à Lameur, dans le Finistère. Là, c'est le coq de l'église qui pose problème. En effet, ébranlé par les tempêtes, la girouette qui menaçait de tomber avait dû être descendue par les pompiers le 31 décembre dernier, le temps de renforcer la flèche de l'église. Mais, arrivé au sol, le coq, qui sert de paratonnerre, s'est révélé hautement radioactif. Et il a fallu l'envoyer d'urgence et avec force précaution à l'usine nucléaire de la Hague pour décontaminer le coq de l'église. Mission impossible, viennent de répondre les experts de la Hague, qui n'arrivent pas à déterminer les raisons de la maladie du coq. C'est quand même assez incroyable, cette histoire. Maintenant, on connaît l'origine de la maladie du poulet. Oui. Ça y est, on sait d'où c'est parti. C'est la foudre qui rendrait radioactif le... Mais bien sûr. Alors, mais en plus, avec ce coq, on ne sait jamais parce qu'il change sans arrêt d'avis. Hein. C'est une vraie girouette. Non, mais je pense quand même. T'as fait du ski ce matin? Il essaye tout, Pierre, c'est bien. Non, mais j'ai pas de succès dans les Hautes-Alpes. J'ai pourtant failli naître à Gap. C'est pas vrai. Oui. Mon père avait été Dans un magasin de fringues? Pas du tout. Mon père avait été nommé professeur à Gap dans les années de ma naissance. C'était juste avant la guerre. Et il est tombé malade, il n'a pas pu venir. Et c'est pour ça que je suis né ailleurs. Voilà. Vous êtes né où, Pierre? Je suis né en Algérie, à Oran. Mon père. Pierre, attendez, Pierre, gardez un peu des informations aussi passionnantes pour tout à l'heure, parce que là, il faut qu'on les savoure. Hein, c'est très intéressant. Non, mais c'est vraiment bien. Voilà. Est-ce que peut-être vous pourriez nous dire vers quelle heure vous êtes né, Pierre? Parce qu'il y a des gens, je vois, au fond de la salle qui s'y Et en intéressent. deuxième partie, nous ferons l'après-guerre. Un successeur à Marc Blondel, ça y est, c'est fait. En février, le secrétaire général de Force ouvrière sera remplacé par son dauphin. C'est un copain à lui, Jean-Claude Mailly, que vous connaissez peut-être, Gérard Miller, puisqu'il paraît que c'est un trotskiste, enfin ancien trotskiste. Je sais que vous étiez plutôt maoïste, mais tout ça se ressemble, non? Oui, mais maintenant, les maoïstes voyagent en première dans le train. Je vous dis, Et refusent de faire la queue au self-service. Et comme Marc Blondel demande au restaurant, est-ce que quelqu'un aurait un cigare, s'il vous plaît? Non, à Force ouvrière, il y a une vieille tradition d'implantation trotskiste. C'est sans doute là où ils sont les plus implantés syndicalement, donc c'est assez logique que ce soit un trotskiste ou un ancien trotskiste. C'est très bizarre, Force ouvrière. On avait dit que c'était la légion étrangère du syndicalisme. C'est un mélange de pro-américains fous et de trotskistes qui sont là. C'est pour ça que c'est un syndicat pas comme les autres. On a toujours dit même qu'à l'origine de Force ouvrière, il y avait la CIA qui avait voulu contrecarrer les syndicats comme la CGT d'obédience. Mais il y avait du temps de Bergeron, il y avait. Certainement. Je voudrais parler de Michael Jackson, qui passe devant le tribunal aujourd'hui. Il est de quel syndicat? Ah bah justement, faites bien de dire ça, il appartient à un Si jeunesse ouvrière, lui. Non. Ça, c'est très drôle. Jeunesse ouvrière. Quelle horreur. Mais non, mais il appartient effectivement à une sorte de syndicat, en tout cas à une organisation politique, c'est ce que nous dit Libération ce matin. Il serait tombé sous la coupe de Nation of Islam, l'organisation politique extrémiste de Louis Farrakhan, c'est ça? Absolument. Qui est ce monsieur, Jean-Bernard? Le monsieur est alors c'est un vrai raciste. Quand vous allez aux États-Unis, enfin c'est un vrai antisémite. Quand vous allez aux États-Unis, dans la rue, très souvent, vous voyez des Noirs qui sont extrêmement bien habillés, en général avec un costume noir, une chemise blanche et un nœud papillon, et qui vous distribuent des papiers extrêmement poliment. Et c'est la Nation de l'Islam qui a été... C'est une émanation qui, a priori, on le pense, a fait tuer Malcolm X. Mais en fait, ce sont on pourrait dire des Corses. Voilà, en gros. Ça n'a strictement rien. Non, c'est une blague, c'est une blague. Pourquoi on est près de la Corse? Non, on est près que de l'Italie. C'est une blague. Ouais, c'est des mafieux, quoi. C'est la même chose. Non, c'est une deuxième blague. Non, change d'avis et que ça saute. Oui. Non, ce sont des Noirs, donc... Non.
non. C'est Voilà. une organisation, nous dit Libération, politique extrémiste musulmane, Exactement. prônant la création d'un État afro-américain indépendant. Et c'est une organisation connue pour ses attaques contre les homosexuels et les juifs. Voilà. Oui, C'est mais une alors vraie pourquoi il s'attaque organisation, à Michael Jackson? c'est une véritable organisation terrifiante, notamment dans ces manifestations. Il suffit de les voir. On a vraiment l'impression de Waffen-SS. Simplement, Ouais. effectivement, ils C'est sont vrai, noirs c'est et vrai. habillés autrement. Non, mais c'est vrai, Ils pour un juif défilent homosexuel, absolument en c'est dur, rang. oui. Ils défilent absolument en rang avec un côté impeccable et terrifiant. Qu'est-ce que vous avez dit, Pierre? Non, je dis que pour un juif homosexuel, je comprends que ça soit dur. Mais non, mais c'est pas du tout. un Ce que je voulais revirement. dire, je partage. C'est une blague. C'est une blague. Gérard, si tu nous écoutes. C'est une blague, Gérard n'est absolument pas juif. Non, non, non. C'est extraordinaire que ce Non, soit non, une il n'a qu'une émission- étoile, mais c'est au ski. C'est une émission. Lorsqu'il y a, c'est formidable, c'est une émission lorsqu'il y a à la fois Bénichou et à l'évêque qui veut concurrencer un journal qui s'appelait Je suis partout et qui était un journal effectivement de dénonciation avant la guerre. Tu as dû le connaître, Pierre, qui était de dénonciation sur les homosexuels, sur les juifs, sur les communistes. Pas les sur tout le monde. homosexuels, les juifs surtout. En tout cas, Michael Bon, mais Jackson. quel rapport avec Michael Jackson? Ben voilà, ben il est tombé dans les mains manifestement de Il cette... leur donne tous ses sous. Voilà, exactement, c'est eux Tombé qui... dans les mains, c'est-à-dire volontairement ou il est victime de. Ben il est victime. Non, mais plus ou moins. c'est une organisation qui fait quand même, depuis que Jackson est là-bas, ils font des motions nègre-blanc quand même. C'est pas toujours tout à fait. Non, mais il faut d'accord. savoir, il y a une raison. Il y a une raison pour ça. Ah oui. Ben oui, s'il est simplement un noir qui viole des petits garçons, ce qui est a priori le cas, évidemment tout le monde va lui tomber dessus. Alors que s'il joue la carte de la religion musulmane et de la couleur noire, ça devient un procès politique et non plus le procès d'un petit violeur de petits garçons. Ça devient un procès qui devient hautement chargé politiquement. Donc ils se réfugient dans leurs bras en leur donnant une grande C'est partie ce de que l'argent. dit exactement Libération. Le soupçon de racisme pourrait être invoqué par les avocats devant le tribunal, ligne de défense qui avait conduit, souvenez-vous, O.J. à l'acquittement Simpson. d'un autre noir célèbre, O.J. Simpson, sportif accusé du meurtre de Si sa vous avez femme. besoin de Je me connaître permets de quelque faire chose... remarquer une différence. C'est O.J. Simpson, d'après ce que j'ai compris, était absolument coupable, qui avait toutes les preuves qui ont témoigné du fait qu'il était coupable. Hein, c'est pas un innocent comme pour l'instant Michael Jackson tant qu'il n'a pas été condamné. Et bien que coupable et bien qu'ayant assassiné sa femme pour des tas de raisons, dont notamment un certain nombre de préjugés paradoxalement racistes, on l'a acquitté alors qu'il était coupable. Alors c'est qu'il quand même serait un venu à cas Cher Chevalier. incroyable de justice américaine. Ils seraient tous tout blancs aujourd'hui. Emmerdez. Michael Jackson, le mieux c'est de l'écouter. En plus, le titre s'appelle One More Chance. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Hold on, shelter.
de Serge Chevalier ici avec un public en délire. Pour le festival Les Sommets de l'Humour. On vous l'a dit ce soir, Christophe Alévèque se produit ici, mais d'autres artistes sont passés avant lui. On a le plaisir d'accueillir quelqu'un qui était présent jeudi soir dans la même salle où se produira d'ailleurs Christophe Alévèque ce soir. Vous avez rendu la salle propre, Albert Mellet? Oh, très très propre, oui. Ça s'est bien passé ici à Serge Chevalier? Très bien. Très bien. Vous vous rendez compte de la phrase? Est-ce que vous avez rendu la salle propre? C'est vrai, c'est curieux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Albert Mellet, sachez qu'on lui doit des belles phrases comme « Les poissons ont-ils conscience d'être mouillés ?» J'adore ce genre de phrase. Oui, mais j'ai trouvé la solution. En fait, ils ont conscience d'être mouillés, puisque quand il pleut, le poisson ne cherche pas à s'abriter. Ou cette autre phrase, les révolutionnaires n'auraient-ils pas pu choisir un autre jour que la fête nationale pour prendre la Bastille? Alors, vous êtes aussi spécialiste de géopolitique, Albert Mellet. Oui, alors je vais vous parler un peu de géopolitique, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, donc en Afghanistan, mais dans les Balkans, au Moyen-Orient, mais aussi dans le Golfe du Morbihan. Sans parler de Serge Chevalier. Sans parler de... C'est très, très inquiétant. Mais pour l'instant, comme je vais être assez bref, je ne parlerai que de l'Afghanistan pour des raisons techniques évidentes. Il est matériellement impossible de rire de tous ces malheurs en même temps. Donc auparavant, l'Afghanistan était un pays surtout à vocation agricole qui produisait essentiellement des céréales, c'est-à-dire un peu de blé, un peu d'avoine, un peu d'orge et beaucoup de pavot. Et c'est avec ce pavot qu'astucieusement les Afghans fabriquaient leurs tapis volants. Donc c'est un pays agricole et féodal avec donc des princes, des ducs, des archiducs, des oléoducs, des seigneurs donc. Mais aussi des cerfs et des biches, des chameaux, du fromage, le fameux fromage des cerfs. Ce qui attirait les touristes du monde entier et bien plus loin encore. Mais un jour, s'est soulevé l'Afghanistan d'en bas. Les cerfs se sont révoltés et cet effet de serre a réchauffé la planète. Puis, sur les conseils de soldats soviétiques, en vacances vertes en Afghanistan, les Afghans ont dû passer directement d'un régime féodal, donc à un régime communiste. À mon avis, c'était un peu prématuré. C'est un peu comme si en France, on était passé directement et sans intermédiaire, de Louis XVI à Marie-Georges Buffet. D'ailleurs, même les chercheurs soviétiques actuels l'admettent très bien, le communisme en Afghanistan, ça ne pouvait pas fonctionner. On ne peut quand même pas donner le pouvoir aux ouvriers dans un pays où il n'y a pas d'usine. Puis après le retrait de l'armée rouge, de honte, et sous le regard amusé d'agents secrets américains en RTT, sont arrivés au pouvoir les talibans, et l'on a constaté immédiatement dans tout l'Afghanistan un net déclin du tourisme qui s'est traduit par un manque à gagner aussi bien pour les sociétés de remontée mécanique des stations de ski que pour les campings à la ferme. Donc, à l'automne 2001, pour répondre à cette crise majeure du tourisme en Asie mineure, hein, et sous la pression des tours opérateurs, les Américains et l'Alliance du Nord, dont le siège est curieusement à Roubaix, ont libéré Kaboul à la mi-novembre. Alors là, franchement, il était temps, hein, parce que cette année-là, la mi-novembre en Afghanistan, c'était juste avant les premiers jours du Beaujolais nouveau. Alors nous, les Français, comme d'habitude, on a reproché aux Américains d'avoir le B-52 facile, alors quand même que le B-52 est quand même un peu à la culture américaine. Ce que le 51 est à la culture française. D'ailleurs, une majorité d'Américains étaient favorables au bombardement de l'Afghanistan. Même les anciens hippies qui disaient il faut bombarder Kaboul, ça dégage la route des Indes. Comme on a aussi reproché aux Américains d'avoir laissé le Mollah Omar s'enfuir en mobilette bleue. Alors qu'ils avaient une bonne raison de l'arrêter, il ne portait pas de casque. De casque intégriste. Assorti à la mobilette de casque bleu. D'ailleurs, c'est cette délicate question que l'on ne peut manier qu'avec d'infinies précautions. La délicate question du port du casque en mobilette. La loi islamique est on ne peut plus claire. Le port est obligatoire. Et cette guerre a eu le mérite de déclencher un immense élan de solidarité internationale, ainsi sur l'initiative d'associations charitatives,
certaines familles américaines généreuses, et c'est émouvant, ont envoyé aux familles afghanes nécessiteuses des petits paquets de riz par chronopost. C'est ce que les Américains ont baptisé avec beaucoup de pudeur l'opération riposte. Et cette guerre sert aujourd'hui de modèle en matière de stratégie humanitaire, quand dans le monde il y a un problème, on envoie en urgence les frappes chirurgicales, et après l'opération chirurgicale, pour les soins arrivent Médecins sans frontières et anesthésie internationale. Mais aujourd'hui, donc pour terminer, aujourd'hui tous les problèmes ne sont pas résolus. Il y a toujours des talibans, dont des talibans modérés. Alors qu'est-ce qu'un taliban modéré? C'est très simple, c'est tout simplement un taliban qui a une femme avec des grillages un peu plus espacés. On peut applaudir Albert Mellet. En tournée avec son spectacle. Il était cette semaine ici même à Serre-Chevalier. Le 22 janvier, Albert, vous serez à Saint-Dizier. Et le 31 janvier, à Val-de-Rueil. Voilà. En tournée internationale, il faut bien le dire. Et moi qui ai vu le spectacle un paquet de fois, parce que c'était un copain de longue date, je peux vous dire que tout le spectacle est comme ça. Et ça fait du bien de voir un humoriste avec des textes travaillés, fins et originaux. Merci, parfait. Christophe. Vous pouvez rester avec nous un peu si vous voulez. Albert Mellet, n'hésitez pas à intervenir, on commente ensemble. Est-ce qu'on peut dire, comme pour Michel Serrault dans le film qui vient de sortir, Albert est méchant ou pas? Non. Oh non, Albert est gentil. Il est plus drôle que les films. On parlait du Japon tout à l'heure à cause du sumo. Eh bien, sachez aussi que là-bas, on vient d'inventer la machine à faire de beaux rêves. C'est le journal La Croix ainsi que le Figaro. La Croix pour les beaux rêves, bonjour. Takara, c'est le géant japonais du jouet, vient de commercialiser une machine permettant aux personnes stressées et déprimées de faire de beaux rêves grâce à la diffusion pendant votre sommeil d'effluves relaxants, de musique douce et de mots-clés propices au songe. Baptisée Yumemi Kobo, l'usine à rêve a été conçue par un psychologue, Gérard Miller. La diffusion de certaines fragrances faciliteront le sommeil et la relaxation des gens stressés. Et il faudra programmer, évidemment, avant de dormir, cette machine avec des mots ou des images dont vous savez que ces mots ou ces images vous font rêver. Alors j'ai envie de vous demander à chacun, qu'est-ce que vous programmeriez comme mots ou comme images que vous aimeriez avoir de façon un peu subliminale pendant votre sommeil? Mais là, ils viennent de réinventer un truc qu'on avait en France dans les années 70. On allumait un pétard, on mettait de l'encens, un disque de Pink Floyd, on disait passe-moi le sel, on était mort de rire. Rien de nouveau. C'est vrai. Il y a une version française, anglaise, etc. Ça va venir chez nous, forcément. Hein. Ça mesure 35 cm de hauteur, 22 cm de largeur. Il y a un petit magnéto qui permet donc d'enregistrer les mots-clés qui vont favoriser vos rêves. Alors, qu'est-ce que vous mettriez comme mots-clés, Pierre Bénichou, par exemple? Dors bien, mon chéri. Oui. Ouais. Une petite pipe avant de dormir? Oui. Il neige sur la ville. Non, je mettrais encore. Gérard, vous? Moi, je mettrais calme, volupté, Anaïs et beauté. Voilà. Oh. Et les pensées de Ça, c'est de la déclaration. On n'avait dit pas de message personnel. Hein. Vous, Christophe, vous mettriez quoi comme mot pour faire rêver? Sexe, drogue et rock'n'roll. Jean-Bernard? Je sais pas, pour essayer banque, pognon, Suisse. Ouais, mais ça te fait pas dormir tranquille, hein. Si, a justement. priori. Albert Mellet, vous avez une idée? Non, neige. Non. Non, ça c'est pour Bénichou. Alors ici, c'est pas la peine de rêver la neige. Elle est là, la neige. Hein. J'ai jamais vu une station de neige avec autant de neige, je dois dire. Enfin, Laurent. Ah, franchement. C'est vrai que l'année dernière, à Cherbourg, il y en avait moins. Hein. Beaucoup moins à Cherbourg. Fidel Castro est très malade, je tiens à vous le dire. Enfin des bonnes nouvelles. C'est le maire Ça fait 40 ans qu'il est malade, hein. C'est le maire de Bogota qui l'affirme, en effet. Luis Eduardo Garzón, le maire ex-communiste récemment élu à Bogota, a confié à la radio colombienne Caracol qu'il n'avait pas trouvé le dictateur au mieux de sa forme lors d'une récente rencontre à La Havane. Il m'a donné l'impression, dit-il, d'être très malade, avec des limitations d'ordre physique, notamment dans son expression orale. Il faut savoir quand même qu'il a 77 ans, Fidel Castro. Hein. Ça veut dire quoi? Au lieu de faire des discours de 6 heures, ces discours font 3 heures. Je crois qu'on se trompe, il a Au moins que ça. contraire. Il n'a pas 77 ans, Fidel Castro. Ah bon? Non, il lit encore Tintin. Non, je suis sûr que non. Ah bah si, pourtant on nous le dit, hein, 77 ans. C'est Libération, ils sont bien informés, Non, Libération. sans oreille. C'est Libération. Franchement. Non?
l'agence Reuters, Pierre Bénichou? Non. Ce que j'adore, moi, je n'ai vraiment aucune sympathie particulière pour les abominations qui peuvent se passer à Cuba, mais ça m'amuse que ce soit si facile de dire le dictateur. Vous remarquez comme on dit souvent le dictateur pour les petits pays. Mais par contre, quand on parle d'un certain nombre d'autres pays beaucoup plus puissants, et notamment où il y a du pétrole, on ne dit jamais le dictateur aussi facilement qu'on le dit pour Cuba. Il faut quand même rappeler que Cuba a un boycott des États-Unis depuis un certain nombre d'années, que c'est un tout petit pays qui a réussi à tenir près des côtes américaines. Je trouve qu'il y a une facilité à dénoncer à juste titre À ce qui se passe à Cuba. À Moscou Je t'assure, je trouve les salam-alek qu'on fait à l'occasion avec un certain nombre de dictateurs, je m'excuse, où on coupe encore la main des bandits, ou bien on lapide les femmes, on les appelle jamais des dictateurs, mais au contraire, monsieur le président, et votre respect, votre honneur, je trouve ça déplaisant. Je suis pas deux totalement poids, deux d'accord. mesures. Gérard est cubiste. On revient en France, si vous le voulez bien. Je voudrais juste m'informer. Le Grand Bornand, c'est loin d'ici ou pas? Ah, non, parce que j'avais peur, parce que je savais pas trop si ma chambre, je devais vraiment bien fermer ce soir. On sait jamais, parce que comme ils vont libérer les 2 femmes là, de l'affaire Flactif, imaginez qu'elles cherchent une chambre. Hein, je voudrais pas me retrouver, on sait jamais comment la nuit peut se passer. Oui, surtout s'ils sont radioflactifs, ils vont venir. Mais non, il n'y a que le coq qui est radioflactif. Cette affaire est assez terrible, hein, parce qu'évidemment, aucun élément dans le dossier ne permettant de retenir la complicité d'assassinat à l'encontre de ces 2 femmes. Hein, pour l'instant, les seuls délits qu'on peut leur reprocher, c'est non-dénonciation de crimes et obstacle à la manifestation de la vérité. Eh bien, ces 2 femmes vont être libérées, si ce n'est déjà fait. J'ai pas entendu les infos tout à l'heure, mais en tout cas, d'ici à qu'on demain. ne peut pas garder, si j'ai bien compris, en préventif pour ces chefs-là d'inculpation, D'accord, mais enfin, plus quand même. qu'un certain nombre de mois. Non, mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est effectivement ça doit être bouleversant pour les familles. Mais moi, chaque fois qu'on me parle de cette affaire, je me permets de rappeler que pendant des mois, la presse a présenté les victimes comme des coupables. Pendant des mois et des mois. Et ces gens-là, on a évité de nous dire à quel point ils avaient peut-être fait des choses qui pouvaient être condamnables par la justice, mais à quel point c'était aussi des pères de famille, mères de famille, des enfants. Il y a eu des reportages sur ces victimes-là qui étaient monstrueux, absolument. Enfin, c'est 5 victimes. C'est quand même une famille où il y a eu 5 victimes. Voilà. On a un peu vite oublié ce qu'on avait dit, et notamment le fait que le père était légèrement bronzé, vous voyez, ce qui avait peut-être quand même contribué à faire naître certains sentiments déplacés parmi une partie de la population. Toujours est-il qu'une des 2 femmes qui doit être libérée aujourd'hui ou demain est la femme qu'on a vue dans cette fameuse interview, fameux reportage dans l'émission 7 à 8 le dimanche soir sur TF1, qui quand même continuait après le meurtre à dire que les Flactifs étaient des salauds, qu'ils méritaient d'être mis au fond d'une rivière avec une pierre autour du pied. Albert Mellet. Oui, enfin, on a dit que cette femme qu'on a libérée là, avait été femme de ménage chez les Flactifs, mais en fait il ne s'agissait que d'un emploi flactif. Et c'est vrai qu'il est toujours bon de souligner qu'une femme libérée est dangereuse pour les hommes. Et j'aimerais bien avoir ton sentiment à l'évêque, parce que toi comme moi... Appelle-moi Cricri. Non, Cricri. Toi comme moi, nous n'avons pas une folle sympathie en général pour la police. Et moi, je dois reconnaître quand même une chose, publiquement je l'ai déjà dit, c'est que dans l'affaire Flactif, comme dans l'affaire du bagagiste de Roissy, comme dans d'autres affaires ces temps-ci, sont quand même les flics qui sont allés à l'encontre de l'opinion publique qui condamnait sans savoir, sont plutôt les flics qui, par des enquêtes objectives et sérieuses, ont permis de trouver... Bravo Nicolas Sarkozy. Non, mais je veux dire que c'est Il vrai. encore la défense de Sarkozy. Ça n'a rien à voir avec Sarkozy. Maladie. Ça n'a rien à voir avec Sarkozy. Ça veut dire que dans un pays où la démocratie est de plus en plus soumise à la pression des médias, paradoxalement, la police il a fait son raison. boulot. Après 40 ans, un trotskiste devient un indique. Mais tu n'as aucun sens de la nuance. D'abord, j'ai pas encore une fois été trotskiste, mais maoïste, tu n'as aucun sens de la nuance. Et je trouve que ce qui est intéressant à dire, c'est que dans nos démocraties, par moments, les médias sont encore plus dangereux que la police. C'est ça que je veux dire, plutôt. C'est vrai, quand en plus les médias emploient Gérard Miller, c'est veut dire s'ils sont dangereux. La guéguerre des sondages pour les régionales Île-de-France, c'est qu'on est en train de se batailler entre l'UDF et l'UMP. Des sondages donnent André Santini en tête, d'autres c'est plutôt Copé, d'autres encore c'est la gauche avec le candidat Huchon et Marie-Georges Buffet qui franchirait le seuil fatidique des 5%. Bref, on se bat à coups de sondage en attendant évidemment les vraies élections. Est-ce que franchement ces sondages, on parle de vrais faux sondages maintenant aujourd'hui. Alors ils sont réalistes ces sondages, ils ne le sont pas? Il y a toujours des faux sondages qui se mêlent aux vrais. Oui. Quand on sait d'abord que les vrais ne sont pas toujours fiables
et qu'en plus, maintenant qu'il y en a des faux, on ne peut pas savoir. Mais ça va se jouer à très peu de voix. La seule chose dont on puisse être sûr, c'est que, peut-être qu'il ne faut pas le dire, mais que Le Pen ne peut pas gagner en PACA. Ce qui est quand même la chose la plus importante. Provence, Alpes-Côte d'Azur. Jean-Marie Le Pen. Pourquoi vous pensez ça? Parce que les calculs, les forces en présence et les sondages montrent que c'est pas possible. Mais tu n'as pas le sentiment que maintenant, à propos de Le Pen et des élections, on ne peut plus jamais être affirmatif? Parce que moi qui m'intéresse à la politique depuis quand même beaucoup d'années, j'ai tellement souvent vu les gens se tromper à propos des résultats des Le Penistes que maintenant je serais embarrassé pour dire, je souhaiterais à 100% ce que tu viens de dire soit vrai. Je suis embarrassé, moi, pour faire le moins de pronostics et surtout pour le croire désormais. Mais tu crois pas que les gens se prononcent plus facilement maintenant concernant Le Pen? Ils osent dire qu'ils votent Le Pen plus facilement qu'avant? Non, mais Oui. c'est mathématique sur la région PACA. Le seul moyen pour battre Le Pen, c'était qu'il y ait un front républicain. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens de droite et de gauche se retirent pour qu'il y ait une liste unique contre lui. Autant c'est facile à faire au moment des présidentielles parce qu'on n'a rien à perdre, on dit aux gens d'aller voter. Alors que là, quand on se retire d'une liste, ça veut dire que pendant 5 ans, on n'aura pas les mains dans la confiture, on n'aura pas la voiture de fonction et on ne sera pas assis au siège et au conseil régional. Et donc, il n'y en a pas un qui se retire et c'est ça qui reste le grand danger parce que l'UDF, l'UMP, le PS, tout ça, continue à se présenter en rang désunis. Et Non, j'ai pas les chiffres à t'opposer. Je te dis que je faisais part de mon inquiétude à des politologues qui m'ont dit non, en tout cas, dans PACA, on n'a pas... C'est un sondage Pierre Bénichou sur un échantillon de Pierre Bénichou. Voilà. Les sommets de l'humour, c'est à Serre-Chevalier où nous sommes cet après-midi jusqu'à 18h. Rejoignez-nous si vous êtes dans le coin, dans la région. N'hésitez pas à venir ici, à Serre-Chevalier. Les sommets de l'humour se termineront dimanche avec Jean-Marie Bigard. Ce soir, c'est Christophe Alévèque, ici présent, qui fera son spectacle. Comment s'appelle votre spectacle, Christophe? Il a un point d'interrogation, il n'a pas de titre. Eh bien, vous en saurez plus ce soir. Nous, on se retrouve tout de suite après le flash de 17h. À tout de suite. C'est les soldes chez Saint-Maclou. Moins 40% sur des milliers de tissus et papier peint. Saint-Maclou, évidemment. Valable sur les produits signalés par étiquette selon date en vigueur. Pendant les soldes, on peut voir deux types de comportements. Il y a le frénétique qui court partout pour acheter à tout va, et il y a l'initié, le professionnel de la bonne affaire. Celui-là file directement chez Intersport parce qu'il sait que pendant les soldes chez Intersport, il va profiter de réductions exceptionnelles sur les plus grandes marques de sport. Il est finot, l'initié. Il sélectionne ce qui lui fait vraiment plaisir et l'achète vraiment moins cher. Quel malin. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Solde chez Intersport à partir de la date fixée par arrêté préfectoral. Rémi et Carole prennent le train. Le train 1527 avec à son bord Rémi et Carole du Crédit Agricole entre en gare, voie B. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions sur le PERP Retraite Verte. Et voilà, ça recommence. Bon bah vas-y. Le PERP Retraite Verte. Le PERP Retraite Verte du Crédit Agricole, c'est des économies d'impôts et la garantie d'un complément de revenu pour toute la vie. Retraite Verte du Crédit Agricole, une retraite comme vous n'en trouverez pas ailleurs. Contrat proposé par Prédica, la compagnie d'assurance vie du Crédit Agricole, dont les termes des décrets à paraître. Leclerc. Ah Philippe, on a oublié la lessive. Comment ça, on a oublié la lessive? Et pour la machine, j'ai plus d'Ariel. Et si on part au ski, il faut de l'Ariel. On va pas partir au ski avec notre lessive. Philippe, tu fonces chez Leclerc et tu prends de l'Ariel poudre, de l'Ariel liquide et de l'Ariel tablette et pas de commentaires. Ah, ma femme est très Ariel, hein. Eh oui. Du 14 au 24 janvier, avec la carte Leclerc, vous avez 10% ticket Leclerc sur les produits présents en magasin de la gamme Ariel. Voir modalité dans le magasin participant. Ah, j'ai compris là. Ariel, c'est bien, hein. Ah, quand même. C'est le maître absolu du roman d'espionnage. Après le réseau Corneille, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Ken Follett, Le vol du frelon. Juin 1941, les nazis déciment les bombardiers anglais. Les Alliés sont impuissants, mais sur la côte ouest du Danemark, un jeune homme fait une découverte qui pourrait inverser le cours de la guerre, si elle ne lui coûte pas la vie. Le vol du frelon, un auteur, Ken Follett, une collection best-seller, un éditeur, Robert Laffont. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Le sous-marin le plus proche du chalutier qui a coulé hier dans la Manche se trouvait à 60 km. La préfecture maritime de Brest avait demandé aux autorités britanniques la position exacte de tous les bâtiments qui participaient à un exercice militaire au moment où le chalutier a coulé. Le sous-marin le plus près était donc à 60 km, ce qui exclut l'hypothèse d'une collision entre les deux bâtiments. Il y avait 5 hommes à bord du chalutier. 2 corps ont été récupérés et les recherches se poursuivent pour retrouver les 3 autres.
Dalil Boubaker réitère son appel à ne pas manifester demain contre le projet de loi sur la laïcité. Le président du Conseil français du culte musulman estime que ces rassemblements sont inutiles et contre-productifs. Plusieurs manifestations sont prévues demain en province et à Paris où la police prévoit entre 10 et 20 000 participants. Le ministre de l'Éducation, Luc Ferry, qui a rédigé ce projet de loi, rappelle que le but n'est absolument pas de viser une religion en particulier et qu'il n'y a aucune hostilité dans ce texte. Le nord-est des États-Unis et une partie du Canada sont plongés dans des températures glaciales pour une nouvelle journée. Avec le vent, il fait moins 31 degrés à New York et moins 40 à Boston. Dans le Massachusetts et le New Hampshire, des centaines d'écoles sont fermées aujourd'hui. Au Canada, les températures se sont un petit peu radoucies, mais il fait tout de même moins 34 à Montréal. On jette un œil sur vos conditions de circulation et ça ralentit au sud de Paris, Judith Grimaldi. Oui, l'accident sur l'A6 à Morsan-sur-Orge est terminé, mais des ralentissements sur une dizaine de kilomètres de Courcouronne à Savigny-sur-Orge. En direction de la province, c'est difficile de Chevilly-la-Rue jusqu'à Morsan-sur-Orge. Vous roulez également au pas sur la 86 extérieure de Créteil jusqu'à l'accès à la 4. Et puis en direction de la province, il y a du monde de la porte de Bercy jusqu'à Joinville. Sur la 86 intérieure, des difficultés de Rosny à Nogent et de Nogent à Fontenay. Sur le boulevard périphérique extérieur, vous roulez en accordéon de la porte de Saint-Ouen à la porte d'Auteuil, en intérieur de la porte d'Auteuil à la porte d'Aubervilliers. En province, la circulation est fluide, sauf dans la région sud-ouest sur l'A630 à Bordeaux et Mérignac. Dans l'Isère, évitez la nationale 75. Enfin, attention sur l'A57 dans le sens Hyères-Toulon. 40 poids lourds se dirigent vers Toulon depuis l'échangeur de Pierre-Ronde. Et les marchés financiers, le rebond du dollar entraîne celui de la bourse de Paris, Pierrick Fay. Oui, l'euro a franchi à la baisse la barre des 1,24$ pour la première fois cette année. Résultat, les valeurs dollars s'envolent à la bourse de Paris, entraînant une progression de 1,1% de l'indice CAC 40 à 3668 points. Alcatel bondit de 4%, L'Oréal de 4,5%, Thomson de 4,5%. Par ailleurs, des rumeurs de fusion font grimper les valeurs pharmaceutiques. Outre l'éternel mariage Sanofi-Aventis, certains prêtent à Procter & Gamble en intérêt pour Aventis. L'action Sanofi Saint-Elabo prend 4,3% et Aventis 3,2%. À la baisse, France Télécom moins 2%, Elior moins 1,7%. Et à New York, le Dow Jones cède 0,1%, le Nasdaq gagne 0,5%. Merci Pierrick Fay. Et les courses cet après-midi à Pau dans la deuxième tous courus. Premier le 6, 4,60 et 2,10. Deuxième le 12, 3,20 et troisième le 9, 4 €. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Et en 2004, changez de sonnerie. Téléchargez l'Aventurier sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé AV au 8 10 10 et recevez la sonnerie L'Aventurier sur votre mobile. Tapez les lettres A, V et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. Votre enfant fait toute la nuit et vous faites toute la journée. Respirez. Il y a Vicks Vaporub. Vicks Vaporub. La nature a fait les plantes, Vicks en a fait un médicament. Ne pas utiliser avant 6 ans. Radio, jour trop court. Et tout de suite, nous retrouvons le docteur Guy avec vos questions. Oui, bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, alors voilà, je suis VRP, donc ça m'amène à beaucoup voyager, donc forcément beaucoup manger. Et depuis 9 mois, j'ai pris 23 kilos. Combien de kilos? 23. C'est énorme. Au revoir. Il n'y a pas de temps à perdre. Chez Peugeot, pendant les jours trop courts, venez profiter des portes ouvertes les 17 et 18 janvier. Ouverture selon autorisation dans le réseau Peugeot participant. Toute la philosophie des nouveaux commerçants tient dans cette cuillère, messieurs, dames. Une cuillère de cassoulet au confit de canard, de la gamme Savoir des saveurs, créée par les magasins EU. Parce que les nouveaux commerçants, ils se sont pas contentés de recopier bêtement la recette. Ils l'ont réinventée en repartant des meilleurs produits sous la direction d'un grand chef. Et le résultat est là. Et ça, c'est de la philosophie qui se savoure. Elle fond dans la bouche, cette philosophie. Je vais en prendre une cuillère. Les nouveaux commerçants, tout près de vous. Hyper U, Super U, Marché U. Les nouveaux commerçants. Toujours en direct de Saint-Denis, plus que quelques mètres. Oui, ça y est, le Marocain Jawad Karim est le nouveau champion du monde du marathon en 2h 8 minutes et 31 secondes. Quel temps! 2h 8 minutes. Mais non, mais je ne rêve pas. C'est le temps qu'il faut pour aller au Maroc et sans escale. Mais c'est fantastique! Royal Air Maroc. Des prix en or pour une destination en or. Vol à partir de 225 € TTC, tarif soumis à condition. N'hésitez pas, appelez le 3260, dites Royal Air Maroc. 15 centimes d'euros la minute ou consultez votre agent de voyage. On va se gêner depuis Serre Chevalier. Les bronzés dont va se gêner font du ski. En
direct des Hautes-Alpes avec Thierry Cochin, Jean-Bernard Hébé, Gérard Miller, Pierre Bénichou et Christophe Alévêque. Pour le festival Les Sommets de l'Humour, depuis le 12 janvier jusqu'au dimanche 18, différents humoristes font leur spectacle ici. Et nous, on a la chance de participer à ce festival. Vous avez en plus pu skier, on l'a dit en première heure. Jean-Bernard, vous voulez revenir sur la façon dont vous skiez? Oui, je trouve qu'on n'a pas assez dit que je skiais bien. Pour ma maman, ça ferait assez plaisir. Non mais Jean-Bernard, tu skis très bien, mais très honnêtement, un peu à l'ancienne. Bah, comment tu veux que je skie, comme un teenager? Alors il y a quelque chose. Mais tu devrais te mettre up to date peut-être un petit peu. Il y a quoi up to date? Mais je les emmerde les up to date. Mais t'as tort parce que. Est-ce qu'on dit à Jean-Claude Killy tu devrais changer ton style? Non, bah alors. Eh ben je suis sûr qu'il a changé son style. Bah oui, il skie plus. Il y a quelque chose de formidable. Alors moi je voudrais souligner quelque chose de formidable à Serre Chevalier. Peut-être que ça existe ailleurs, et certainement, mais moi je n'avais jamais skié dans ces conditions. C'est non pas le terrible forfait qu'il faut chaque fois sortir de sa combinaison pour le montrer, mais des passes magnétiques que vous mettez dans votre poche gauche et partout. Gauche pour vous, droite pour les autres. Gauche pour tout le monde et vous passez sans aucun problème. Et je dois dire qu'une station qui est équipée avec ce type de système, c'est formidable pour les skieurs. Ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé au ski? Oui, ça fait combien d'années que tu n'as pas skié, Gérard? Je m'excuse, j'ai skié dans pas mal de stations. On était encore allés, il n'y a pas si longtemps, tous ensemble à Luchon. Bah, oui, c'est Luchon, c'est pas une station. Je suis allé aux Deux Alpes il n'y a pas si longtemps non plus. Alors non, mais ça, c'est une station balnéaire. Eh ben, à Voria, j'y étais il y a 15 jours. Enfin, non, pas 15 jours pour les vacances. Non, mais il est vrai que moi aussi, j'étais surprise. La station est très bien du vrai sujet. Oui. Toutes ces stations, quel calvaire, vraiment. Le vrai sujet. Non, demain, on va emmener Pierre avec des chiens de traîneau. Non, c'est pas la peine. On va te mettre un truc avec des poils. Non, pas de poils, rien du tout. Non, Pierre, avec moi, il s'est inscrit pour le stage d'aguerrissement que préparent les élèves de Saint-Cyr. Ah oui, on va le faire dormir dans un igloo. Ah. Non, moi je ne suis pas un de ces maoïstes qui, chaque fois que meurt un Saint-Syrien, disent bravo. Non, moi j'aime bien mon pays, j'aime bien l'armée, j'aime bien les autres. Et la seule chose que je trouve bien à Cuba, c'est qu'il n'y a pas de ski. Ouais, je peux vous le dire. Il faut que je revienne sur Fidel Castro, j'ai fait encore une fois une erreur. Ça m'arrive souvent, c'est l'âge. Car il a en effet 77 ans. Mais je vais vous dire, cher public captivé, je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette erreur. C'est que Fidel Castro est chef d'État depuis très longtemps. Il avait comme homologue, à l'époque, il avait Kennedy, il avait De Gaulle, il avait Khrouchtchev, qui étaient des gens qui auraient maintenant... Kennedy, vous vous rendez compte, aurait 95 ans. Eh oui. 85 ans, pardon. 85 ans. Pas du tout. De Gaulle. Kennedy, attends, excuse-nous, ça évitera des gens d'envoyer des mails. Kennedy, si je ne me trompe, aurait aujourd'hui autour de 90 ans. C'est ça, bien ce que tu dis, oui. 85, 90 ans. Bon. Donc ils sont tous très vieux. Attends, tu veux donner une info? Donne une info précise, Pierre. Pas un truc aurait à peu près 85 ans, je crois qu'il était né en 19. On va pas chercher des trous dans la tête. Il est mort, de toute façon. Kennedy est mort. Attendez, et tous ces... Dallas. Tous ces gens-là dont il était le contemporain étaient très vieux par rapport à lui. C'est pourquoi Fidel Castro me semblait un homme jeune, d'autant plus qu'il n'avait que 10 ans de plus que moi. Donc je me suis dit, un type qui a 10 ans de plus que moi ne peut pas avoir 77 ans. Eh bien oui. Et tous les hommes de mon âge me comprendront. Mais c'est trop dur. Te fais pas du mal, Pedro. Quand est-ce que vous faites un one-man show, Pierre? Pardon? Il commence l'année prochaine à Serre Chevalier. À propos de One Man Show, Dieudonné a bien des problèmes avec la tournée de son spectacle, suite, vous le savez, à ce qu'on peut appeler, en tout cas ce que certains appellent un dérapage. La montagne, c'est dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel, il avait fait scandale le 1er décembre dernier. Ça remonte, mais ça continue évidemment à avoir des effets sur sa tournée. Interdit de spectacle à Roanne, dans la Loire. Dieudonné a réaffirmé son intention de se produire dans la région. Il va essayer de trouver une autre salle. C'est le député-maire UMP, monsieur Yves Nicolin, qui a fait annuler les 2 représentations de son spectacle Le divorce de Patrick. Même chose à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Et là, c'est un maire socialiste, madame Annette Polvas-Berjal, qui appelle au boycott du spectacle de Dieudonné. Annulation de son spectacle aussi à Bourg-les-Valences, dans la Drôme, où là, c'est un maire socialiste aussi, sénateur-maire Bernard Piras, qui annule le spectacle de Dieudonné prévu le 6 février. Il explique, il dit « Si Dieudonné a le droit d'expression, moi j'ai le droit de réponse ».
ça prouve quand même que... c'est pas passé comme ça. On dit il fait ça pour se faire de la publicité, c'est pas vrai. La preuve que non, parce que ça nuit manifestement à sa carrière et à sa tournée, Gérard. Moi, je suis convaincu qu'il est pris dans une logique qui, évidemment, le dessert, mais c'est une logique plus forte que lui. C'est moi qui le connais pas trop mal, qui était plutôt proche de lui, qui a vu tous ses spectacles, qui dit d'ailleurs que le dernier spectacle, Le divorce de Patrick, est très très drôle. Je suis frappé de voir à quel point, lui qui a tellement, si j'ose dire, dénoncé, moqué la façon dont on traite les Noirs, leur vision cannibalique, etc., eh bien lui, c'est son propre cannibale. Il est en train de se dévorer tout cru avec des propos aussi insupportables et aussi peu calculés. C'est pas un homme de calcul, Dieudonné. C'est au contraire un homme de pulsion. Et c'est vrai qu'actuellement, il est entraîné lui-même dans sa propre perte. J'ajouterais simplement que moi, je ne souhaite pas qu'on interdise des salles, parce que c'est vrai que c'est absolument pas possible. Moi, je lui en veux 2 fois. Je lui en veux pour avoir dit ce qu'il a dit, qui est absolument immonde. Bon, mais on peut dire que c'est un dérapage, on peut dire, je ne le crois pas non plus, mais enfin, on pourrait le dire. Et je lui en veux de me faire, moi qui suis contre toute interdiction, toute machin, d'être heureux de ces interdictions. Il me met dans une contradiction incroyable. Et c'est pour les 2 choses, je l'en veux, parce que on ne sait pas où il entraîne, ce mec. Ah voilà, quelle que soit l'origine des politiques des maires, à droite comme à gauche, manifestement, on annule dans de nombreuses salles les spectacles. C'est dommage quand même, parce que c'est un très bon spectacle en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'entend pas son ancien partenaire qui lui-même... Si, on l'a entendu. Moi, je l'ai pas entendu. On l'a entendu. Qu'est-ce qu'il dit très souvent. Il dit que, d'ailleurs, ça s'est passé sur Europe 1, chez Jean-Marc Morandini, qui avait invité Dieudonné. Il a interrogé Dieudonné en disant, est-ce que vous êtes toujours amis avec Elise Moon? Oui, on reste amis, et on pense refaire un spectacle ensemble. Et 5 minutes après, Elise Moon appelait de sa propre initiative, et à l'antenne, on a entendu Elise Moon dire non, on fera plus jamais de spectacle ensemble, je garde de bons souvenirs, mais ce n'est plus mon ami. Enfin bon. Voilà. Non, mais ce qui est terrible avec Dieudonné, qui est certainement un des plus doués de sa génération, c'est que sur la question qu'il a évoquée, israélo-palestinienne, ce qui est terrible, c'est que quelqu'un comme moi, qui est farouchement anti-Sharon, qui déteste absolument l'extrême droite israélienne et qui est farouchement pour un État palestinien, dans le même temps, évidemment qu'on est aussi farouchement pour l'existence d'Israël. Et il semble créer, en faisant son truc sur Heil Israël, en jetant finalement aux orties tous les Israéliens et tout un peuple et tout un pays, il semble mettre nous qui sommes et contre l'extrême droite israélienne et pour les Palestiniens et en même temps pour Israël, il nous met dans une contradiction invraisemblable. On peut parfaitement, je le dis clairement, être farouchement contre la politique israélienne de Sharon pour les Palestiniens et en même temps pour Israël. Moi, c'est mon cas. On va passer, très vite, Christophe. N'est-ce pas aussi une partie du métier d'humoriste que de forcer un peu le trait et de faire dans la caricature? Il n'est pas là ni pour donner une leçon de morale, ni pour prendre parti ou faire quoi que ce soit. Et cette affaire prend quand même des proportions énormes. Et s'il reste quand même un espace de liberté, c'est la scène. Alors peut-être que la plus grande maladresse qu'il a eue, c'est de faire cette caricature-là à la télé et s'adresser à un public extrêmement large, alors que le public, peut-être qui vient le voir en scène, peut avoir une compréhension. Parce que je reste persuadé que de toute façon, Dieudonné, que je connais bien, n'est absolument pas antisémite. Moi, même si ses propos peuvent prêter à confusion. Mais enfin, tous ces maires qui veulent annuler le spectacle vont quand même un peu dans le sens du vent, quoi. Donc, et est-ce qu'il ne peut pas revenir en arrière? C'est pas son genre. C'est juste pas bien, quoi. C'est juste pas bien, parce que Coluche, regardez, lui aussi dont on disait toujours, est-ce qu'on aime en Coluche le dénonciateur du beauf ou le beauf qui se reconnaît en Coluche? Il y avait toujours cette double vision. Mais un de ces sketchs qui était le plus formidable de Coluche, qui était le CRS arabe. Bon, il se moque sans arrêt de l'arabe qu'on maltraite, et à la fin, c'est l'arabe qui gagne. Et il montre à quel point il ne faut pas se moquer des gens parce qu'ils sont soit arabes, soit juifs, soit franc-comtois, soit n'importe quoi. Bon, ou skieurs. Ou skieurs. Bon. Mais c'est ça qui était bien et qui était formidable, c'est Coluche. Tandis que là, il finit
sur un truc enfin, je veux dire, il a fini cette intervention sur un truc antisémite en disant Haïl l'Israël, en le vendant. On peut pas. Mais il jouait un personnage en même temps. Oui, mais on peut un pas. peu sa défense, il jouait le personnage de l'extrémiste juif. On peut pas faire ça à la télévision. Il peut faire ça dans toutes les boîtes de nuit, dans tous les théâtres. Non, mais c'est pour ça que tout le monde a dit que c'était un dérapage. Enfin, beaucoup de gens ont dit que c'était un dérapage. Est-ce qu'il ne devrait pas s'expliquer, s'excuser pour ceux qu'il a pu heurter? C'est pas son genre. Envoyer une lettre d'excuse quand même au MRAP. Et c'est pour ça que moi, je garde mes horreurs pour la scène. Vous verrez ça ce soir. C'est vrai qu'à la radio, tu dis rien, à la télé non plus. Ah, c'est rien par rapport au spectacle. Vous verrez ça ce soir. On y va ce soir. Oui, 8h30. Un sujet qui va nous changer, qui va nous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Perry Cochin, je suis sûr que vous allez regarder Arte ce soir à partir de 22h15. On n'a pas la télé dans les chambres. C'est vrai d'ailleurs. C'est un hôtel ravissant, mais il n'y a pas de télé dans les chambres. Mais il y a une magnifique salle de... Il y a une salle de télévision. Oui, mais il y a les gosses. Ce sera c'est pire que les skieurs, les gosses. Ils regardent des dessins animés tout le temps. Oh là là, avec des mecs qui font du ski. C'est pas vraiment pour les gosses, ce que j'allais vous proposer ce soir sur Arte, car à 22h15, le thème Arte est consacré, on nous le dit dans François, ce soir, vous découvrirez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le clitoris. Voilà. C'est pas tellement moi qui devrais regarder, c'est plutôt vous, messieurs, parce que moi j'en connais un rayon. Ah bon. À 22h15, sur Arte. Mais si ta mère t'écoute, tu te rends compte un peu. Mais ma mère aussi est au courant de ce qui se passe au niveau du clitoris. Ça fait partie de la série parce qu'il y a 15 jours, ils ont passé les monologues du vagin. À 22h15, un documentaire consacré au clitoris, ce soir sur Arte, le clitoris, ce cher inconnu. Ah bah je sais bien ce que je dis, c'est pour vous. Et ça va durer 3 heures? Bah 1 heure, parce qu'à 23h15 ce sera... J'abandonne. À 23h15 ce sera un documentaire un peu plus grave évidemment, puisqu'on parlera de l'excision et de ce qui se passe au Mali. Mais la première heure est un peu plus ludique, un peu plus informative, un peu plus... Et on va regarder la première heure et deuxième heure, on va à la pratique. Voilà. Et en troisième heure, il y a un film avec Rocco Siffredi. Sur Arte, c'est une première. Pierre, vous aurez peut-être des choses à apprendre, hein? Moi j'aurais tout à apprendre, tout à apprendre. Il fait encore il fait je ne sais pas si je suis encore mûr. J'ai même pas l'âge de Fidel Castro, vous rendez compte? Je considère que nous avons en effet beaucoup de choses à apprendre. Moi, par exemple, je serais incapable de dire exactement la taille. Ça se trouve. Non, mais sans plaisanter, la taille exacte. J'ai une idée à peu près de ce qui fait la taille exacte du sexe masculin et pour cause. Et puis j'en ai vu. Non, c'est pas ça. Tu connais même pas la moyenne. J'aurais plutôt l'idée de la taille d'un clitoris. Non. Et mais par contre, sur le clitoris, on a beaucoup de choses à apprendre. C'est ce que dit François. Voilà. Ce bout de chair dont on a dit pendant longtemps qu'il ne servait à rien sauf au plaisir, que les médecins du 19e siècle considéraient comme la cause de l'hystérie et même de l'épilepsie à l'époque, eh bien ce film ce soir fera un bilan sur la connaissance de la sexualité féminine pour que soit reconnue l'égalité entre un phallus et un clitoris. C'est ce que dit le programme d'Arte. L'égalité, ça va peut-être un peu loin quand même. Ça n'a aucun sens, je me permets juste, on ne va pas évidemment parler théorie. Le phallus, ça n'est pas le pénis. On peut dire éventuellement que le pénis et le clitoris ont des points communs, que ce sont des sexes tout aussi admirables l'un que l'autre, mais ce qu'on considère en psychanalyse, c'est que c'est seulement le pénis devient phallus dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'en effet, c'est comme ça, les gens n'ont pas la même position par rapport au clitoris et par rapport au pénis. Le phallus, quand il baise, il doit être chiant, lui. C'est marrant. C'est marrant que... Mais non, c'est marrant que quand tu parles... baiser, là. Quand tu parles des sujets que tu connais le mieux, tu dis le plus de bêtises. Non. Parce que phallus et pénis, c'est absolument synonyme. Non. Sauf en psychanalyse, parce qu'on a fait un adjectif phallique d'un des noms du sexe masculin. Si on avait dit pénitien, t'aurais dit le phallus, c'est la même chose que le clitoris, mais le pénis. Alors je terminerai juste mon petit cours là-dessus. En psychanalyse, le phallus le plus important, c'est le phallus maternel. Ce qui veut bien dire qu'il ne s'agit pas du pénis, c'est tout. Comprenne qui voudra. On pourrait dire le pénis maternel aussi bien, puisque ça désigne la même chose. Le pénis est un organe. Vous nous emmerdez, regardez l'émission ce soir et vous en saurez plus. Voilà, et c'est sur Arte, donc c'est traduit en 2 langues. Français, allemand, en 2 langues, c'est mieux. C'est mieux qu'une, oui. Eh ben, je vous emmène dans la Lune. Pour changer un peu, allons en direction la Lune. Ah oui, c'est de l'autre côté. C'est juste de l'autre
côté. Alors, Gérard, la Lune. Avec George Bush qui nous l'a dit. George Bush et la Lune. On y mettrait bien dans la Lune. Il veut étendre la présence humaine à travers le système solaire. C'est un de ses arguments, évidemment. La présence humaine ou américaine? Bon distinguo, signé Christophe Alévèque. Évidemment américaine, mais peut-être pour élargir ensuite humaine. En tout cas, les Américains seront les premiers sûrement à retourner sur la Lune, puis par ricochet sur Mars ensuite, puisque c'est le but. Reste à trouver l'argent, évidemment, et les conditions dans lesquelles la NASA va pouvoir organiser tout ça. Vous y croyez, Hébé ? Moi, je pense que c'est juste un effet d'annonce parce que, comme vous le savez, il y a de bons vieux adages, aussi bien en politique qu'en économie, qui est de dire s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de volonté. Alors, c'est un petit peu facile de dire on va retourner sur la Lune, mais on donne seulement $1 billion supplémentaires à la NASA, alors qu'on sait que la guerre actuelle est prévue à 87 billions de dollars. Donc ils disent qu'ils vont couper d'autres programmes de la NASA. J'y crois pas trop, c'est un effet d'annonce. De toute façon, entre le moment où on l'annonce et le moment où ça va se faire, il y aura les élections présidentielles. Je ne suis pas du tout pro-Bush. Pas du tout. Je ne sais pas si c'est un projet, un projet électoral, si c'est une annonce électorale de dire on va aller sur la Lune pour galvaniser les rêveurs qui aiment bien les rêveurs américains. Quand on est français aujourd'hui, on peut se moquer de tout ce qui est américain, sauf des budgets pour la recherche, qui sont en France scandaleusement réduits. Madame Aigneré, d'ailleurs, recevait aujourd'hui les chercheurs. Alors qu'en Amérique, on donne pour la recherche des sommes considérables. La recherche américaine est devenue la première du monde, et que les Français... Il y a un brain draining, comme on dit, c'est-à-dire que tous les cerveaux sont drainés vers l'Amérique. De tous les pays européens, c'est la une de Time Magazine de cette semaine, c'est l'exode des cerveaux vers l'Amérique de tous les chercheurs européens. Et vous ne savez pas à quel point cette baisse des crédits des scientifiques français va avoir de répercussions. Oui, mais un nouveau mai 68 est possible à cause de cela. Mais la seule différence, c'est que dans la recherche, les Américains se plantent très souvent. Par exemple, la recherche d'armes de destruction massive, ils n'ont toujours pas trouvé. Mais justement, là, ils recherchent des armes de destruction massive. Non, Pierre a entièrement raison, mais là où il y a une grande différence, c'est que les chercheurs européens, pas seulement les Français, les chercheurs européens, il y a beaucoup d'Italiens qui s'en vont, ils vont dans les recherches essentiellement médicales, chimiques, pharmacologiques et tout ça. Parce que c'est là où il y a de l'argent après à faire par les licences pour faire des médicaments. Alors qu'avec la NASA, avant qu'on gagne du pognon, donc c'est pour ça on va pas reprendre le vieux débat de savoir est-ce que les retombées scientifiques des expéditions sur d'autres planètes sont réelles, supposées à trop long terme ou à court terme. Ça, on n'en juge pas, ni toi ni moi. Si, quand on a été sur Mars, on a fait les M&M's. Est-ce que la recherche sur la Lune va faire avancer la recherche sur le clitoris? C'est une autre question. Tu t'envoies en l'air en même temps. Ce qui est amusant sur ce point, c'est juste de faire remarquer que lorsque les dirigeants français font des promesses extravagantes, c'est du style Chirac il y a un certain nombre d'années, dans 10 ans je me baignerai dans la Seine, ce qui est toujours impossible. Les Américains, quand ils font des promesses, c'est d'aller sur Mars. On voit quand même qu'effectivement, ils ne consacrent pas les mêmes crédits à la recherche. En tout cas, les Américains sont à Paris avec leur café, puisque ça y est, Starbucks. Le premier Starbucks a été inauguré à Paris. Et on prévoit, si le succès vient autour de ce premier café, d'autres cafés un peu partout en France. Alors, il faudrait expliquer ce que c'est que Starbucks pour ceux qui n'en auraient jamais vu, puisque ça arrive chez nous pour la première fois. Ce sont les Américains qui importent. Alors, c'est un peu au sandwich français ce que McDonald's est, le Starbucks, non? Oui, Starbucks, c'est une société qui a démarré à Seattle, dans le nord des États-Unis, sur la côte ouest, et c'était un importateur de café. Et il a une idée toute bête, il a dit, mais en Europe, il y a des cafés, pourquoi je ne ferais pas des cafés aux États-Unis alors qu'il n'y en avait pas? Et l'idée géniale qu'il a eue, c'était de faire des cafés pour, d'abord, extrêmement chers, et de faire des cafés extrêmement conviviaux, où il y a d'abord de la musique, des toilettes qui sont propres, ce qui est rare aux États-Unis, et puis il y a des fauteuils et des connexions Internet. Et pour toute une nouvelle génération de travailleurs nomades qui n'avaient pas de bureau, en fait, des représentants qui avaient des computers, les mecs s'installent là, ils boivent un café, on leur demande rien, ils ont le droit de rester pendant 4 heures. Et du coup, la marque a commencé d'abord dans le commerce équitable à acheter des cafés dans le monde entier.
a inventé les fameux lattés, c'est-à-dire des cafés, des cappuccinos, mais qui font 1 litre à peu près. Et c'est devenu un truc très très à la mode et ça coûte très cher. De la même façon que les Américains, quand on a dit aux Français, vous savez, les bars tabac, ça va s'arrêter, parce que le jambon beurre, il est pas bon, ils vont faire des McDonald's, tout le monde a rigolé. En fait, ça va démarrer en France, et la France est le pays où McDonald's a eu la plus grosse progression commerciale. Il va se passer la même chose avec les Starbucks. La petite différence, évidemment, avec les cafés français, c'est que dans ce café Starbucks, on pourra évidemment partir avec son café dans un gobelet. Hein, to go. Voilà, un gobelet en carton étudié pour conserver le café chaud au moins 20 minutes. Et c'est la fameuse Ali McBeal, l'héroïne TV, qu'on voit toujours avec ce fameux gobelet à la main. Ça fait beaucoup pour la publicité de Starbucks. 10 secondes, il vous reste 10 secondes. Ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que dans les cafés en France, c'est pas le fait de vendre du café, il y a des coffee shops, mais de faire un café à un endroit convivial où les gens peuvent écrire. Maintenant, c'est sur computer. Il y a eu tellement en Europe de cafés dans lesquels sont nés des chefs-d'œuvre d'écrivains qui n'avaient pas justement de local et qui écrivaient leurs bouquins, leurs poèmes, leurs trucs, et que maintenant, dans la civilisation du computer, on pourra aller au café pour se servir de son ordinateur. Ça, je trouve que c'est philosophiquement très intéressant, connard. Voilà, c'est tout. Et il y aura votre connard comme ça parce que je en France, qui m'aime bien. En France, il y aura une petite nouveauté. On partira avec son gobelet, avec son prénom sur le gobelet. Bien sûr, mais aux États-Unis aussi. Mais vous savez pourquoi? Non. Parce que sur le gobelet, comme au moment où vous payez, ce n'est pas la personne à qui vous payez qui vous fait le café. Donc, vous lui demandez ce que vous voulez. Vous payez pour ça. Sur le gobelet, il écrit votre nom. Il passe le gobelet avec la commande à côté au type qui le fait. Et donc après, il vous appelle. Hey, j'ai 2 petits noirs qui vont bien pour Laurent. Qui c'est Laurent? T'arrives et on te donne tes verres. Il vaut mieux s'appeler Nolwenn parce qu'autrement, on est sûr que les Laurent, les Pierre, on va se faire piquer son café par quelqu'un d'autre. Bien sûr. Nolwenn. On ne peut pas dire comme dans les cafés morts, j'ai le café. Il faut passer par des caisses avec des machins, avec des trucs. Mon Dieu, quel ennui. Allez, on se retrouve tout de suite à Serge Chevalier après une petite page de pub. Actionnaire de Sofia, profitez des derniers jours pour apporter vos titres à l'offre amicale de GE Real Estate. Pour chaque action Sofia, GE offre 41 € en numéraire. Cette offre se termine le 20 janvier 2004. Actionnaire de Sofia, contactez au plus vite votre intermédiaire financier ou appelez gratuitement au numéro vert 0800 905 400. Une note d'information visée par l'AMF est disponible sur simple demande. Ce soir à 21h sur Canal+, retrouvez John Q, le film de Nick Cassavetes avec Denzel Washington. Le combat émouvant d'un homme face au système de santé américain. Une transplantation cardiaque coûte extrêmement cher. Votre assurance ne couvre pas une telle intervention. L'histoire d'un père prêt à toutes les folies pour sauver son fils malade. Poignant, engagé et déjà sur Canal+. La séance Vendredi Coup de Cœur, c'est le vendredi à 21h. Canal+, et tellement plus encore. Leclerc sélectionne pour vous des produits frais de grande qualité. Philippe, tu te fous du monde, c'est tout ce qui reste comme pain? J'ai grignoté dans les embouteillages. Tu vas pas me dire que sur 2 baguettes, il ne reste que ça. Excuse-moi, mais c'était des super baguettes de grande qualité des 3 meuniers de chez Leclerc. Comme on aime. Ah mais je veux bien te croire, mais là moi j'aime quoi? Y a plus rien. Bon, je retourne chez Leclerc. Du 14 au 24 janvier, des prix planchers sur des centaines de produits. La baguette de 250 grammes, les 3 meuniers, transformée en France, est à 60 centimes, soit 2,40 € le kilo. Offre valable dans les magasins possédant un rayon pain-pâtisserie. Dis, je reprends 2 baguettes. Oui, mais tu changes d'itinéraire au retour. Deutsche Grammophon présente le concert du Nouvel An 2004 avec Riccardo Muti et l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Valse, polka, marche célèbre. Retrouvez toute la magie du concert du Nouvel An 2004 dans un double CD à prix spécial. Le disque du concert du Nouvel An 2004, l'événement musical de ce début d'année. Un disque Deutsche Grammophon. On va se gêner toujours à Serge Chevalier. Pardon aux auditeurs pour cette voix. Mais non, ça fait une belle voix grave, Laurent, c'est bien. Vous allez pouvoir faire de la radio bientôt. Belle voix grave, certes, mais je tiens à préciser que ce n'est pas ici que j'ai attrapé froid. Hein. Oh non, je suis arrivé avec la crève. Ici, on n'attrape rien, à part les jambes cassées, on n'attrape rien. Pierre Bénichou. Oui, monsieur. Vous êtes d'accord pour partir skier demain? Oui, mais peut-être pas ici. Peut-être aller skier à Saint-Tropez. Voilà.
Dites, vous avez vu Pierre, tout à l'heure on parlait de l'âge de Fidel Castro, mais il y a quelqu'un dont on parle depuis 2 ou 3 jours, maintenant il fait la une de tous les tabloïds, de toutes les revues People. Julio. C'est Julio Iglesias père. Julio Iglesias, 87 ans, le papa de l'autre Julio, et qui va donc être à nouveau papa, puisque sa femme attend un bébé, elle est enceinte de 5 mois et demi. À 87 ans, il a réussi à nouveau à enfanter. Quel âge a sa femme? 40 ans. Et voilà. Enfin, mais attends, à nouveau papa ou à nouveau cocu, on sait pas... Pablo Casals, à quel âge il a eu son enfant? Pablo Casals, le violoncelliste, il était très avancé. Déjà. Et Charlie Chaplin. Ouais. Qu'est-ce qui vous gêne, Péricochin, dans le fait que sa femme ait 40 ans et lui 87? C'est un peu une injustice quand même. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On s'y fait, mais... Non, ça me gêne pas qu'il y ait un écart d'âge entre eux, ça me gêne pas du tout. C'est dire que lui, à 87 ans, peut encore faire des enfants, alors que nous... À 87 ans, oui. C'est-à-dire qu'il a... Déjà pour faire on aurait un peu de mal. Il a plus de facilité à les faire qu'à les voir grandir, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est quand même curieux pour Julio Iglesias, qui d'un seul coup, lui, il a 60 ans, le chanteur. Julio a 60 ans, donc il va avoir, c'est bien ça, un petit frère. Un petit frère. Ben oui. Ça me paraît... Il y a une double injustice. D'abord qu'un homme puisse, une femme à 43 ans, 45 ans, 48 ans, ne peut plus avoir d'enfant. Si, à 15 km d'ici, en Italie, ils font maintenant. Ils ont fait 65 ans, mais bon... Tandis qu'un homme, jusqu'au jour de sa mort, il peut encore produire un liquide séminal qui peut fabriquer des enfants. Mais il y a une autre injustice. Il y a une autre injustice qui est terrible. C'est que faire un enfant à 87 ans, c'est absolument de la folie, à moins d'être riche. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Mais oui, si à on est moins riche, d'être passionnant. Non, mais si on est très riche et qu'on peut assurer par une assurance, par un fonds, par de l'argent placé, l'éducation et la vie matérielle de cet enfant. Quelle drôle d'idée tu as de la paternité. On peut être un enfant de riche et avoir envie que son papa soit là un certain nombre d'années pour aimer et vivre. Absolument. Non mais attends Pierre, et tu peux avoir 40 ans et avoir un mot, et avoir un accident le lendemain. Non, mais il est bien évident que l'irresponsabilité d'avoir un enfant à 87 ans, qui existe de toute façon, est beaucoup moins forte si on peut assurer l'avenir de son enfant. Je pense même que c'est très réfléchi de sa part. C'est formidable d'avoir un enfant et en plus, lui, il va pas se faire chier à l'élever. La danse. Non mais attendez, 87, il peut vivre jusqu'à 120 s'il est en pleine possession de ses moyens. Bien sûr. Mais ça arrive tout le temps. C'est rare les gens qui meurent à 118, en général, c'est 120. Mais de plus en plus, on atteint 100 ans. Aujourd'hui, ça n'a rien de choquant. Mais 128 ans. Moi, je suis sûr qu'il va voir les gens aller sur Jupiter. Son enfant le connaîtra jusqu'à l'âge de 13, 14, 15, peut-être 20 ans, va savoir. D'ailleurs, moi j'ai vu un père et un fils sur les pistes tout à l'heure. Quel âge avez-vous? Le petit garçon m'a dit 8 ans et vous 106. Ben oui, c'est normal. C'est très souvent qu'il y a ça. C'est pas très souvent. Mais si on en parle dans la presse, c'est que c'est exceptionnel. Mais peut-être que cet homme est exceptionnel et peut-être qu'il a des choses formidables à donner à cet enfant, à lui apprendre de la vie. J'en sais rien, je ne le connais pas. Mais là où Perry a raison, bien que je sois aussi réservé que les autres sur le fait d'avoir des enfants si tard, c'est que en matière d'enfantement, de naissance, c'est toujours très délicat de se mettre à la place des gens. De dire à quelqu'un, vous ne devez pas avoir un enfant, vous devez l'avoir. C'est vrai, il y a cette liberté. Mais la vérité absolue, statistique, comme tu sais, il est bien évident qu'on a plus de chances. Mais la statistique voudrait que tu sois à la retraite depuis longtemps, Pierre. Je te savais méchante, mais tu es vulgaire. Bon, oh, c'est ça. Je voulais simplement dire qu'il est évident qu'un père de 25 ans peut aussi, demain, avoir un accident. C'est vrai. Bah, bien sûr. Et l'accident est mourir. Mais statistiquement, on meurt moins à partir de 25 ans qu'à partir de 97. Bien sûr. C'est tout ce que je voulais dire. Quant à savoir qu'on a besoin d'un père, riche ou pauvre, bien évidemment, je dis que c'est un peu moins irresponsable si on peut matériellement assurer l'avenir d'un enfant. Et je le maintiens. Alors moi, je vais ajouter quelque chose. C'est que quelqu'un qui a un avis comme le tien sur le ski, sur les montagnards, n'a pas à nous donner de leçons ici. En plus, j'aime les montagnards, moi, parce que j'essaye justement de les faire aller à la ville. Rappelons en plus qu'il a fait ça en pleine canicule, Julio Iglesias. 87 ans, elle est enceinte de 5 mois et demi, ça veut dire que c'était plein mois d'août qu'il a fait ça, papy. Donc c'est quand même pas mal. Pendant qu'il y en a qui crevaient à Paris, lui, hop, raide.
Mais ça prouve qu'il est peut-être en forme. Non, c'est génial quand même. Ah, il y en a un qui s'ennuie pas non plus, c'est Steven, le nouveau bachelor. Moi, j'ai pas pu voir l'émission hier soir, mais on a des résumés dans la presse ce matin. Et il paraît qu'il a pas traîné, dis donc. Hein. Il a commencé par un petit bouche à bouche avec une des candidates qui s'appelle Karine. Un flirt de pacotille, nous dit le Parisien, puisque c'était vraiment rien par rapport aux baisers passionnels qui ont suivi ensuite avec Morgane dans une boîte de nuit parisienne. La caméra s'est arrêtée à la porte de la chambre d'hôtel. Et le lendemain matin, ils ont dit « on a juste dormi ». Bah voyons. Mais quoi, tout ça le premier soir de l'émission? Tout ça le deuxième soir de l'émission. Et ce soir, ils vont regarder Arte ensemble. C'est ce que dit Michael Jackson à propos des petits-enfants. Oui. C'est pas mal comme métier, bachelor, quand même. Hein. Ah oui, surtout que lui, il est déjà pété de thunes au départ. Il était pété de thunes déjà? Ah oui, il est milliardaire américain. Enfin, maître d'hôtel. Faut pas confondre un mec pété de thunes et un PD de Tulle. C'est pas pareil. Oui. Mais non, mais quoi, pété de thunes, il paraît qu'il est plein de sous. Non, on a son salaire. Il est responsable d'un restaurant à New York. Oui, il gagne entre 60 000 et 100 000 francs, entre 9 000 et 15 000 euros par mois. Et il s'en tire. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est pas mal. Il est maître d'hôtel, il a une Porsche. Non, tout va bien pour lui. Hein. Oui, maître d'hôtel, c'est pas non plus la Gardère, hein, le maître d'hôtel. C'est quand même drôle qu'au moment où pas non on plus. nous affirme qu'on réprime de plus en plus la prostitution, qu'à la télévision, on fasse une émission qui quand même a vraiment des relents de prostitution télévisuelle. On met des jeunes filles jolies, certainement désireuses de trouver un autre avenir que celui qu'il leur est promis, dans les bras d'un type dont on vous dit simplement qu'il a du fric. Et ben, la prostitution, c'est quand même un échange. Un échange. Il est pas mal, physiquement. C'est absolument pas de la prostitution. C'est plutôt les petites annonces dans les journaux. Non, mais c'est du sexe contre de l'argent. C'est du sexe contre de l'argent. Mais enfin, pourquoi? Enfin, arrêtez. Pourquoi? Elles viennent là pour rencontrer le prince charmant. Pas du tout. Elles viennent là pour rencontrer un type qui a été choisi par d'autres et pas par elles, dans les bras desquels on les jette. C'est ça la prostitution. Elles n'ont pas choisi cet homme pour l'aimer. Enfin, non, n'applaudissez pas. Il vient de dire une connerie. Mais si. Et le PDG de la chaîne est plus un macro qu'un PDG de chaîne. Non mais ça c'est autre chose. C'est un autre débat. Ça veut dire macro M. Mais non, mais je vais vous dire, c'est un autre débat. Mais cher ami, c'est pas parce qu'on connaît bien un sujet qu'on ne dit pas de bêtises. Hein. Vous allez bien connaître le sujet. Bah oui, absolument. J'ai fait des recherches. Je vais taper notre bachelorette à nous. Ce soir? Ouais. Qui vous choisiriez, vous, par exemple, parmi nous? Vous, Laurent. Je prends le moins de risques. C'est pas sûr, je vais regarder Arte. À propos d'Arte et du clitoris et tout ça, vous savez, on a retrouvé exactement l'emplacement du point G. Ah oui? Oui, concernant les femmes. C'est où? C'est à la fin du mot shopping. Ah, c'est très joli. Et c'est les femmes qui applaudissent en plus. Les altermondialistes vont se réunir en Inde, à Bombay exactement, pour le forum social. Et je comprends pas très bien parce qu'on nous dit que José Bové va être sur place. Ça veut dire que maintenant il a le droit de quitter le territoire, puisque vous vous souvenez quand même qu'il n'avait pas pu aller à Cancun et qu'il est allé à Cancun exprès à la place. Sauf erreur de ma part, il n'avait pas pu y aller parce qu'il était en train de purger sa peine à l'extérieur de la prison. À partir du moment où j'imagine il a terminé son travail d'intérêt général qui lui avait permis d'échapper à la prison à la fin de la prison, maintenant il est un homme libre. On nous a pas dit que c'était terminé, hein. Personne ne nous a informé. Mais il a été condamné, attendez, si je ne me trompe, il a été condamné à un certain nombre de mois de prison. Oui. La fin de sa peine, il a pu le faire à l'extérieur en faisant un travail dans une entreprise. À partir du moment où sa peine était terminée, il est un homme libre. Ce que je vous dis, Gérard, c'est qu'on ne sait pas si sa peine est terminée. Si, elle était... Mais d'où tu le sais, quoi? D'où tu le sais? C'est Sarkozy qui te l'a dit? Non, mais c'est une hypothèse que je fais, je n'ai pas... C'est une hypothèse, oui, c'est une hypothèse. Le travail d'intérêt général qu'il faisait, qu'est-ce qu'il faisait? Il démontait des McDonald's? Mais qu'est-ce qu'il va démonter là-bas? Des maisons en torchis, là-bas? Remarquez, s'il va pas en Inde, s'il n'a pas le droit, il pourra aller dans l'Indre, hein, nous faire un peu le même coup que la dernière fois, prendre un mot qui ressemble, quoi. Enfin, il peut aller à Châteauroux à la place de Bombay. Ou à Beauvais, à Beauvais, à la place de Bombay, ouais, voilà. Vous pouvez encore vous en moquer quelques mois puisqu'il a annoncé qu'il quittait sa fonction de porte-parole de la Fédération paysanne au printemps prochain. Pas possible. Tu vas être triste, GG. Mais comment qu'on va faire Bah oui.
Et qui va le remplacer? Eh bien, ça sera un autre agriculteur. Tu sais pas encore? Non, je ne sais pas qui. Je suppose qu'il va être élu par cette confédération paysanne. Ce qui m'amuse à propos de Beauvais, que j'aime bien, effectivement, c'est que tout le monde dit, oh là là, il aime tellement la publicité. Il a commencé à être connu après des dizaines d'années de militantisme. On croirait qu'il est né... Un peu comme toi, quoi. Un peu comme toi. Mais exactement, mon vieux. Quand les gens me disent, ah, mais vous faites de la télé, on a l'impression que j'ai commencé à être connu à la télé à partir de 40 ans. Je m'excuse, j'ai une autre vie avant. Et mais dans quel film? Hein? Exactement. Beauvais, c'est un mec qui a toujours eu le même discours pendant des années et des années. Il a fallu que, à cause de la presse qui ne s'intéresse qu'au spectaculaire, il démonte quelques endroits qui méritaient d'ailleurs à être démontés, qui méritent toujours. Et pour que la presse s'intéresse à ça, il a toujours eu le même discours pendant les 10 années qu'il y avait avant, c'est tout. Et je trouve qu'il n'a pas changé. Je trouve que c'est un mec qui reste intègre. Et ben Christophe, je vais voir ton spectacle ce soir parce que tu as raison. Alors justement, venons-en au spectacle. Présenté ce soir à Serre Chevalier dans le cadre de ce premier festival des sommets de l'humour. J'ai à côté de moi le directeur artistique de ce festival, André Valoir. Bonjour. Bonjour. Applaudi par la population. Yes. C'est pas une autre station de ski, Valoir, d'ailleurs? Si, de l'autre côté du col du Galibier. Voilà. Mais vous êtes originaire de Serre Chevalier? Pas du tout, rien à voir. Vous êtes venu ici par hasard? Oui, il y a quelques années, j'étais moniteur de ski dans cette station pendant pas mal de temps. Et après avoir sévi entre deux mondes du spectacle que j'ai fait avant et après, j'ai fait un passage ici assez long. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il y a Pierre qui se fout de vous. Non, ce monsieur m'était sympathique et depuis qu'il a dit qu'il était moniteur de ski, je comprends pourquoi il m'était sympathique. Alors, c'est la première fois que vous organisez ce festival ici à Serre Chevalier. Un mini bilan, parce qu'il y a encore 2 spectacles qui vont évidemment triompher ce soir à l'Évêque et dimanche Bigard, mais un premier mini bilan avec les premiers spectacles qui se sont... Est-ce que ça a attiré du monde à Serre Chevalier? Oui, plus de 6000 personnes qui sont allées au spectacle, qui seront allées au spectacle dimanche soir. Et une ambiance véritablement sympathique. Je pense que c'était un événement qui correspondait peut-être à une attente. Et donc, on a fait d'y répondre. C'était un projet qui datait pour nous de longue date. Et on a mis ça en place. Et quand je vois, par exemple, ce matin, vos chroniqueurs arriver et au bout de 10 minutes qu'ils sont installés, foncer dans leur chambre, mettre leur combinaison, être prêts sur les skis à partir, ce qu'on a fait ensemble, on a skié. D'ailleurs, je voudrais rétablir une vérité par rapport à la première partie de l'émission. C'est vrai que les 3 personnes qui sont en face de moi, Jean-Bernard Hébet, Pierre Cochin et puis Gérard Miller, sont d'excellents skieurs. Oui. Vraiment, c'est d'excellents skieurs. Merci. J'ai skié avec eux, je peux vous le confirmer. Et je peux confirmer effectivement que Pierre Cochin a un style très très autrichien, très beau style. Merci, monsieur. Et très efficace. Voilà. Mais nous, avec Bénichou, on dormait. Et voilà. Moi, je suis en train de mettre ma combinaison, mais dès que je mets ma combinaison, mon mari veut plus que je sorte. Alors, j'ai pas pu aller skier, mais vous n'avez pas ennuyé non plus. Vous avez une culotte en peau? Qu'est-ce que c'est que ce style tyrolien que vous avez alors C'est pas un style tyrolien, c'est une technique. C'est la technique. C'est-à-dire quand elle tombe, elle fait... Voilà, c'est ça. Moi, j'arrive pas à la faire, la tyrolienne. Oui. Allez-y, voir. Et je peux vous dire, allez voir son spectacle parce qu'il fait 1h30 comme ça. Je fais la Bretagne aussi. Vous avez d'autres régions dans votre répertoire? Non. La Corse? Non, c'est une blague. Bon, André Valoir, on va vous remercier pour votre accueil, en tout cas ici à Serre Chevalier. Ça veut dire qu'il y aura un autre festival l'année prochaine? Oh oui, je pense qu'il y a de grandes chances, oui. Il n'y a pas de raison de s'en priver, non, n'est-ce pas? Parmi les humoristes qui sont venus, qui a le mieux skié? Titoff, les Chevaliers du Fiel, Bruno Salomon? Qui c'est qui suit? Je suis un peu gêné parce que Bruno il est dans la salle, etc. Je veux pas me faire d'ennemis, mais bon, les Chevaliers du Fiel, c'est un niveau vraiment très au-dessus. Ah oui? Oui. Mais ils sont de Toulouse, alors peut-être... Eric Francis surtout, je skie merveilleusement bien. Et Eric aussi, hein, deux très bons skieurs. Non mais au-dessus, pas au-dessus de notre niveau à nous quand même. Rassurez-moi. Non. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange une fondue de chamois. Et voilà, c'est très bon. C'est quoi une fondue de chamois? C'est une fondue de fromage, de viande. Non, chamois, l'animal. C'est quoi une fondue de chamois? C'est une fondue de fromage? Je sais pas, j'ai jamais entendu parler d'une fondue. Mais une fondue de chamois, c'est une fondue de chamois. Je savais même pas qu'on bouffait le chamois. Bouffer du chamois, t'as qu'elle avec pardon.
Mais tu savais même pas, il est en train de te l'expliquer. C'est du chamois, c'est du chamois. Mais je croyais que c'était une appellation. Mais il faut pas croire, faut être sûr. Mais quand on dit une fondue bourguignonne, il ne fait pas du bourguignon. Quand on dit une fondue bourguignonne, il ne fait pas du bourguignon. Perry, dans la fondue de chamois, faut juste faire attention à pas tomber sur le pare-brise, c'est ça. Ça oui. Voilà, c'est ce qu'on fait avec Pierre ce matin, on a tué le chamois. Je pensais que c'était une appellation de la région, un truc un peu typique. Pierre, ça vous va la fondue de chamois? Bon, ça me va très bien. Moi, tout ce qui est montagnard me plaît. Altala. Ah, montagnards sont là. Peut-être il y aura un peu de tartiflette pour Pierre s'il en veut. Oui, mais Pierre, on fera ce qu'il voudra. Pierre, attendez, on va bouffer des animaux, des vrais chamois? Oui, mais Non, c'est des faux chamois, c'est des pluches. Faut aussi, pour tirer les idées reçues, c'est-à-dire qu'à côté de Serre Chevalier, il y a le parc des Écrins où les animaux, c'est là où on les tire, les animaux sont extrêmement protégés. Et à un moment donné, il faut gérer un peu ce cheptel et c'est géré, correctement géré. Et à partir de là, il faut abattre les bêtes qui sont les moins. C'est ce que j'ai dit quand j'ai tué ma femme. Il fallait que je gère le cheptel. Et donc on mange un peu de chamois, pas beaucoup, mais on en mange. Bon, un peu de chamois, un peu de tartiflette, tout vous va Pierre pour le menu ce soir? Ah, j'adore, moi. Une commande? Ça va? Et celui qui fait tomber son pain, pauvre, il fait une tournée quand c'est barré. On a rigolé avec Robert. Le fouet. Non, mais on peut rigoler, hein. Non, ça, mais... quand t'es là, on ne rit pas jamais. Eh ben, en tout cas, on vous remercie pour votre accueil. Les sommets de l'humour, on retrouvera ça l'année prochaine. Et là, c'est jusque dimanche, ici à Serre Chevalier. Merci André Valois. Bonsoir. Merci. Jusqu'à demain avec Carrefour. Oh, tu te fais des oranges pressées, toi, maintenant? J'ai trop besoin de vitamines. Alors je me suis acheté de belles Saluciana d'Espagne, catégorie 1, calibre 6,7 à 1,69 €. Le filet de 3 kilos est en a pris combien? 5 filets. Oh là là, gros besoin. Oui, énorme. Des prix bas sur vos produits de tous les jours, c'est ça le mieux consommé. Carrefour, jeu positive. C'est les soldes de chez Saint-Maclou. Moins 40% sur les moquettes et sols vinyles dont vous avez toujours rêvé. Saint-Maclou, évidemment. Valable sur les produits signalés par étiquette selon date en vigueur. Rémi et Carole font du vélo. Plus le temps passe, plus le taux monte. Plus le temps passe, plus le taux monte. Que tu racontes, Rémi? Je me motive, je pense à capital vers croissance. Plus le temps passe, plus le taux monte. Plus le temps passe. C'est pas idiot? Allez, plus le temps passe, plus le taux monte. Avec Capital Vert Croissance du Crédit Agricole, plus le temps passe, plus le taux monte et il ne redescend jamais. Retraite verte du Crédit Agricole, une retraite comme vous n'en trouverez pas ailleurs. Renseignez-vous sur la disponibilité de cette offre dans votre agence. En direct avec Nathalie. Nathalie, ce qui s'est passé aujourd'hui est extraordinaire. C'est la première fois que vous venez et vous gagnez. Bah oui, et en plus, sans vouloir me vanter, j'ai été étonnée de gagner aussi facilement. Et oui, du 7 au 18 janvier, chez Intermarché, pendant l'opération 100% remboursé, vous êtes sûr de gagner. Exemple, pour l'achat de 2 lots de paniers de Yoplait, 0% de matière grasse, 4 fois 125 grammes transformés en France, le deuxième est 100% remboursé. Intermarché, donnant plus à celles qui donnent tant. Remboursement par virement sous 8 semaines, voire modalité dans les Intermarchés et les écomarchés participants. On va se gêner, le générique est fait par Jean-Bernard Hébé, toujours en direct de Serre Chevalier. Les 10 dernières minutes avec Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Gérard Miller, Perry Cochin, Christophe Alévèque. Et au téléphone, c'est un rendez-vous chaque vendredi, vous le savez si vous écoutez l'émission régulièrement, Monique Pantel. Bonjour Une Monique. espèce protégée, comme les chamois. Est-ce que vous nous entendez, Monique? Oui. Allô, Monique? Oui. Ah oui, on l'entend. Est-ce que vous nous entendez bien? Non. Sushi, harakiri, samouraï, bonsaï, merdaille. Ouais, mais Monique, on entend très très mal. Elle est dans la fondue. Vous êtes dans quelle pièce de chez vous, Monique? Je suis assise sur le téléphone. Ah, c'est ça. Oui, c'est pour ça que ça fait un bruit caverneux. Oui, voilà. Mettez-vous debout. Je sais pas si on va pouvoir vous entendre très très bien parce que franchement on entend très mal Monique Pantel. Alors allô, Monique, essayez de nous parler des films qui sont sortis mercredi. Eh ben j'ai essayé. Je faisais Sushi, harakiri, merdaille, bonsaï. C'était pour le nouveau film de Tom Cruise. Oui. Samouraï. Alors est-ce que c'est bien? C'est chiantissime. Comment ça, chiantissime? C'est très long. Moi, j'ai pas tenu. Ça dure 2h24. C'est d'une prétention gnangnan. Et je suis partie au bout d'1h20 quand même. Et Tom Cruise est un vétéran de la guerre de sécession qui va apprendre aux Japonais à faire la guerre. C'est encore flotte, petit drapeau américain. C'est sûrement Bush, père et même fils qui ont écrit le scénario. Voilà.
Bon, vous ne conseillez pas le film avec Tom Cruise. Pourtant, il y a eu des bonnes critiques. Hein. Certains ont adoré ce film. Oui, mais beaucoup l'ont pas aimé du tout aussi. Hein. Bon, mais c'est curieux ce que vous dites à propos de Bush, parce qu'on m'a dit, je n'ai pas encore vu le film, mais j'avais plutôt envie de le voir, qu'au contraire, il y avait, sans que ce soit excessif, une critique de l'impérialisme américain, de la façon dont ils auraient traité notamment les Japonais, et indirectement, évidemment, on évoque les Indiens, ça n'est pas le cas. C'est moi qui ai vu le film, hein, c'est pas vous. Hein. Bon, alors aidez-vous, Gérard. Hein. Isabelle Moreau, vas-y, Monique. le contraire. Albert est méchant, un film avec Michel Serrault et Christian Clavier, ainsi qu'Ariel Dombal et la petite chanteuse Priscilla. C'est un film d'Hervé Palu. Alors comment c'est Albert est méchant? Le film, Albert est méchant, et le film est très bête. Ah oui. Au début, Michel Serrault fait le fou, ce qu'il adore faire. Il braille, il gesticule, il a un sanglier avec lui qui fait caca partout. Et puis au bout d'un moment, à la fin, il se reprend et il redevient pour la fin le grand acteur qu'il est et qu'on admire. Mais vous ne conseillez pas non plus? Oh non, pas du tout, c'est vraiment stupide. Et Ariel Dombal, elle est bien? Eh ben, elle est poupée Barbie. Oui. Et la petite Priscilla, la petite chanteuse? Elle est mignonnette. Bon. Rien de plus. Et Clavier? Il est stoïque. Très bien. Voilà. Bon, bah alors j'espère trouver un film qui vous a plu. Les Amateurs, un film de Martin Valente avec Laurent Deutsch, Jalil Lesper, François Berléand et Pascal Légitimus. Mais ça m'a pas emballé, hein. Ah. Ces deux copains cités, Laurent Deutsch qui se parodient, et Jalil Lesper, ils vont de petits boulots en filles qui rêvent de sauter, qui peuvent pas arriver à sauter. C'est pas très intéressant. Bon. C'est charmant quand même. Il y a une apparition de Pascal Légitimus qui est très rigolote. C'est un premier film, donc il faut l'encourager. Il faut l'encourager, voilà. Violence des échanges en milieu tempéré. Je me demande comment on peut trouver un titre pareil. C'est pas vraiment vendeur. Ça sent le cheveu gras, ça. Et Philippe, 25 ans, joué par Jérémy Régnier, qui est très mignon. Il fait ses débuts dans une maison de consulting, ça s'appelle. Il est là pour faire virer des gens. Il doit aller en province, dans une usine, pour dire les gens qu'il faut virer. C'est ignoble de faire ça. Il a des crises de conscience. Malheureusement, il reste, il fait virer les gens. C'est pas bien joli. C'est sûr que c'est vrai des choses comme ça. Mais j'aurais aimé qu'il refuse de faire virer les gens. Voilà. Ça n'a pas eu de film alors? C'est un scénario quand même. C'est un scénario, mais moi je le prends, les scénarios, je les prends comme des vraies histoires. Mais est-ce que c'est un bon film? Non. Ah bon. Laurent Lucas et Jérémy Régnier sont pas bons? Si, ils sont bons. Ils sont très bons. Mais le truc que ça m'a pas intéressé. Attention, c'est pas un mauvais film. Hein. C'est un très bon comédien, Laurent Lucas. Oui. Enfin, je sais pas, moi j'ai vu la bande-annonce. Pour une fois qu'on voit une bande-annonce qui semble montrer un film qui s'intéresse un petit peu à la réalité sociale, c'est plutôt encouragé. Oui. C'est vrai que le titre... C'est fait exprès. Violence des échanges en milieu tempéré, ça te donne pas envie. Hein. Bon, alors là, il y en a quand même un que j'ai aimé. Ah, ouf. Ouf. C'est forcément, hein, c'est The Soul of a Man. The Soul of Man. Oui, The Soul of a Man. C'est un magnifique film hommage à trois musiciens de blues, trois musiciens noirs de blues entre les années 20 et les années 60. C'est magnifique. Ils jouent cette musique déchirante avec déchirement. Et il y a les documents qu'a trouvé Wim Wenders, c'est lui qui a fait le film. Oui, les documents sont passionnants. Monique, écoutez-moi. Commencez par le commencement. C'est un film de Wim Wenders, quand même. De Wim Wenders, je suis en train de le dire. Ben oui. Et qui a filmé ça avec amour. Et c'est une musique qui m'arrache l'âme, et celle des autres aussi. C'est un film à voir, à écouter, à adorer. Et c'est le premier volet d'une collection. C'est pour vous, ça, Jean-Bernard Révé? Oui, non, ce qui est formidable, c'est qu'il a fait un film que je n'ai pas encore vu. Vous savez que Wim Wenders, il faut le préciser, c'est lui qui avait fait Buena Vista Social Club. Et là, il s'est intéressé au blues. Mais il a fait un film de fiction sur 3 musiciens de blues du Delta américain. Mais c'est pas des fictions du tout, c'est pas de la fiction. C'est 3 vrais musiciens qui ont existé. C'est pour dire des conneries, Jean-Bernard. Non, ils ont existé, mais je crois que ce ne sont pas des reportages sur eux. Mais bien sûr que non, ils sont morts. Eh ben donc, ce sont des fictions. C'est pas des fictions, c'est des reportages. Des reportages sur des morts. Qui m'énerve, celui-là. C'est des reportages, on les voit. Un nouveau couple est né. Ça s'appelle pas des fictions, elle a raison. Mais enfin, mais qu'est-ce qui m'énerve? Qui reste à la montagne? Qui redescendent jamais? Oh. Bon, c'est très beau, c'est un très beau film. Il faut aller le voir et l'écouter et le réécouter. The Soul of Man, ce sera le choix de Monique Pantel pour cette semaine. Rien d'autre? Non, au revoir. Au revoir, Monique. Monique, vous êtes pas skieuse?
J'ai horreur de ça. Ah non, pour un petit week-end avec notre ami Bénichou, non? Il y a quand même chez les gens qui n'aiment pas le ski, il y a quand même des points communs. Ils sont antipathiques. Je suis bien plus sympathique que vous, espèce de psychanalyste à la mort moelleux. Non, non, le nœud, c'est pas vous, c'est moi dans le couple. Allez, on vous embrasse, Monique Pantel. On vous dit à vendredi prochain. Le public de Serre Chevalier vous applaudit. Merci. Allez, une dernière info peut-être, cette patiente qui est décédée pour un nez trop épaté, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est pratique d'une clinique de chirurgie esthétique qui sont au cœur d'un procès. Le 9 janvier 97, c'est vous dire si la justice est longue, cette dame de 40 ans est arrivée le matin dans une des salles d'opération de la clinique parisienne de chirurgie esthétique et 3 heures après, elle était dans le coma, comme quoi il faut se méfier de ce genre d'opération. Ça ne reste pas sûr à 100%, Perry Cochin. Vous y pensez, vous? Jamais. Non? Eh ben, à l'esthétique ou à la mort? Non, mais à l'esthétique ou à la mort? À l'esthétique, évidemment. Oui, l'esthétique, bien sûr, j'y pense, évidemment que j'y pense. Mais depuis qu'ils t'ont loupé, t'es pas emmerdé, t'es pas... Non, je vis beaucoup mieux, je suis beaucoup moins emmerdé dans la rue. Non, mais attendez, franchement, là, je connais pas le dossier dans les détails, mais toutes les interventions chirurgicales, qu'elles soient indispensables ou pas indispensables, type esthétique, on prend un risque quand on fait une anesthésie. Non, les médecins doivent refuser de faire prendre un risque à leurs patientes pour les opérations dites de confort. Ça s'appelle des opérations de confort. Non, mais je dis pas ça. S'il s'agit de sauver la vie, on peut dire, d'un côté, il y a 90 chances pour que vous en sortiez, 10% vous en sortiez pas, mais vous avez 50 chances ou 60 chances de mourir à ce moment-là. On peut prendre... C'est hyper clair ce que tu viens de raconter, Bien sûr. Pierre. Formidable. On peut prendre le risque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toute intervention chirurgicale... Il faut que le risque soit zéro pour faire des opérations de confort. Il n'y a pas de risque zéro. Tous les médecins vous le diront. Mais non, eh bien, il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. C'est impossible. C'est une intervention chirurgicale. Ce sont des médecins, ce sont des anesthésistes qui sont là. Elle voulait se faire greffer un sein à la place du nez? Non. Pas bien compris. Non, puis ça dépend surtout pour le médecin du prix de l'intervention chirurgicale. S'il est bien payé, il va prendre des risques. Non, arrêtez. C'est dégueulasse de dire ça, c'est pas vrai. Attends, ces mecs-là sont quand même des mecs qui sont intéressés par l'argent. Mais arrête, tu peux aller pour une opération extrêmement bénigne, une appendicite, n'importe quoi, et avoir un accident grave dans un hôpital. L'appendicite est une maladie mortelle si on n'enlève pas l'appendice. Alors que un nez trop long ou un sein qui tombe, le médecin, si c'était pas s'en foutre plein les poches, il dirait non dans 9 cas. Enfin, vous dites des conneries. Absolument. Mais vous dites des conneries. Pour certaines mais les femmes, médecins eux-mêmes le disent. Écoute, il faut nettoyer. Parler, Perry, parce qu'une fois de plus, tu dis n'importe quoi. Pour certaines femmes, ne sous-estime pas. Non, nous, on fait partie du club qui aime bien les seins des femmes qui tombent. C'est ça. C'est pas ça la question. Voilà. Moi, je ne prendrai pas la chirurgie esthétique. Nous, on aime les femmes intelligentes, pas le physique. Je ne prendrai pas la chirurgie esthétique, mais je n'accepte pas que tu dises que pour un nez trop grand ou trop long, il y a des gens qui ont une vraie souffrance psychique à cause de tel ou tel aspect de leur personnalité. Mais bien sûr. C'est des clients pour toi, ça. Les respects. Ils ont qu'à faire comme dit le pape, ils ont qu'à aller à Lourdes. Mais c'est pas possible de raisonner comme ça, Pierre. Tu dis pour le confort. Et ben pour certaines femmes, c'est indispensable d'avoir une intervention chirurgicale pour trouver le mari qui a les thunes, oui. Parce que recoller des oreilles. Mais enfin, bien sûr, mais même pour certains hommes. Attends, il y a des hommes qui se font des opérations pour remettre en Pierre Bénichou voudrait que toute l'humanité soit laide et méchante comme lui. Ça n'est pas possible. Il y a des gens qui veulent être beaux et gentils. Non, Pierrot est beau. C'est son âme qui est belle. Je pensais pas ouvrir un tel débat avec ce sujet sur la chirurgie esthétique. Juste une dernière question avant que l'émission s'achève. Si vous deviez justement faire changer quelque chose chez vous, et je vais le demander à chacun, Perry, vous feriez un petit travail sur quoi? Là, maintenant, tout de suite, baguette magique, j'aimerais avoir les hanches plus petites. Des plus petites hanches? Oui, je trouve que j'ai les hanches trop larges. Elles sont très bien, vos hanches. Mais ça plaît, je vous dis pas non, mais vous me demandez, moi. Bon, vous, Jean-Bernard? J'aimerais me faire greffer le cerveau de Pierre Bénichou. Gérard Miller? J'aimerais retrouver la chevelure de mes 20 ans. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est triste chez un homme. Bon, ça, c'est faisable, ça. C'est pas de la chirurgie esthétique. J'ai pas dit que vous n'avez pas demandé quelque chose d'infaisable. Vous voulez quelque chose d'infaisable. J'aimerais un sexe d'1m50. D'accord. Je vous donne un truc raisonnable. Mais qu'est-ce que tu foutrais avec ça? Je ne sais pas. Christophe Alévêque. Alors moi, comme je vais parler après Perry Cochin, moi j'aimerais bien que Perry Cochin ait les hanches plus larges. Et vous, Pierre Bénichou? Il aimerait le physique de Jean-Bernard Hébet.
Être toujours aussi beau, mais plaire un peu moins. Voilà. Et vous, Laurent Ruquier? Mes joues, moi je me ferais faire mes joues. Voilà. Les joues. Oui, j'ai toujours eu pensé que mes joues étaient à refaire. Mais pourquoi c'est mignon, on dirait J'y pensais cet après-midi. Ah oui. J'y pensais quand on est sorti, plutôt ce matin, quand on est sorti du train, et j'ai vu qu'en effet, mais en fait, toute ta volonté et ta réussite vient du fait que tu as une mâchoire d'acier. Ah oui, il a une mâchoire d'acier et des joues de chérubin, c'est vrai. Mais ta gueule. Pour l'émission qui part Tu en n'as couille. pas de joues, tu as une mâchoire très très large. Ah, c'est ça. Mais oui, c'est ça qui montre ta volonté. Mais arrêtez, il est mignon comme tout. Moi, j'ai une copine qui m'a dit le jour qu'elle vous a vu en vrai, Laurent, elle m'a dit oh, il est beaucoup plus mignon en vrai qu'à la télé. Et qu'à la radio encore Tu plus. veux une augmentation, toi hein? Pas du tout. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On va remercier toute l'équipe de Serre Chevalier, ce festival des sommets d'humour, et l'équipe technique qui nous a accompagnés ici, dans les Hautes-Alpes. Je parle de Jean-Pierre Corny, de Tony Moret, de David Zigri. On se retrouve lundi, bon week-end. Europe 1, il est pile 18h.